Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être encore aussi nombreux pour ce deuxième séminaire de ce cycle Dialogue sur les enjeux de la recherche-création pour les sciences humaines. On va avoir la chance aujourd'hui de pouvoir écouter et échanger avec Mireille Le Scolena et Marine Riguet. On est ravis que puisse avoir lieu cette rencontre entre vous deux, même si on se retrouve tous encore en visio. Ça va être sur le mode du distanciel jusqu'à la session de février incluse, mais après on repassera en présentiel si tout se passe bien au sein de la MSHE à Besançon. Donc, comme de nombreuses personnes ont commencé à nous suivre à distance, juste peut-être préciser qu'on assurera une mise en ligne des prochaines sessions et on espère que vous pourriez avoir accès en direct. Sinon, quoi qu'il en soit, on déposera après les enregistrements sur la plateforme de Canal. Donc, ces séminaires, ils ont été proposés, pensés pour soutenir la formation des doctorants de l'école doctorale Leclat. On remercie particulièrement Pascal Lécroix, directeur de l'ED Leclat, qui nous a soutenus pour que ces séminaires aient lieu. On remercie aussi Johan Roxine, avec le laboratoire Eliade, qui nous a aidés pour que ce cycle puisse se faire. Ces séminaires, ils sont avant tout destinés aux doctorants de l'Éclat, mais on trouvait stimulant que la portée de ce qu'ils jouent dans ces sessions, elle soit aussi partagée avec un plus grand réseau pour essayer de contribuer à une forme d'émulation collective. Et on est donc très, très heureuse que ces sessions elles soient ouvertes également aux doctorants, docteurs, aux collègues du réseau RESCAM. Et à ce sujet, Pascal, tu voulais présenter une récente publication qui pourrait nous intéresser tous. Je te laisse la parole pour... Oui, 30 secondes. Merci, Corlane. Juste pour signaler qu'il y a un ouvrage qui vient de paraître sur le sujet, en fait, en lien avec le séminaire et qui répondrait sur une question qui apparaît sur le Framapat, c'est ça, pour la discussion. Donc, c'est un ouvrage coordonné par Monique Martinez, Thomas et Catherine Nogrette, le doctorat et la recherche en création. Donc, Monique Martinez et Catherine Nogrette ont été les animatrices du réseau RESCAM. Donc là, viennent de quitter l'animation, mais restent des membres actifs. Et elles avaient donc organisé toute une suite de rencontres, de discussions sur cette question de la recherche en création. Et donc, ça aboutit à ce volume publié chez l'Harmattan, donc sorti en décembre 2020, auquel notamment a collaboré Mireille Le Scolena, ici présente. Et vous avez notamment abordé dès l'introduction cette question qui est un peu sous-jacente dans le séminaire, notamment sur la dénomination, la désignation recherche en création ou recherche-création. Et là, pour répondre à la question qui était posée, même si ça n'y répond pas complètement, la recherche est à la fois un moyen de recherche, la création, pardon, est à la fois un moyen de recherche, mais aussi un lieu où cette recherche se déploie. D'où, pour ce volume et pour le réseau RESCAM, le choix de recherche en création, même si l'autre dénomination recherche-création est également intéressante. Voilà, j'en dis pas plus, c'était juste pour signaler donc cette publication et remercier Caroline et Françoise pour vraiment avoir porté ce séminaire, l'avoir organisé et qui fonctionne bien. Donc je laisse la parole. Merci à toi, à vous, parce que sans votre soutien, ça n'aurait pas pu être possible. Peut-être juste dire que, avant de passer à cette conversation entre Mireille et Marine, dire qu'on a assisté à une magnifique séance le mois dernier entre Philippe Goudard et Guy Frex, qui avaient opté tous les deux pour un format plus dialogue. Enfin, c'est une rencontre qui a généré des échanges entre nous a posteriori par mail. On a reçu des retours le lendemain de Philippe, de Guy, qui revenaient sur certaines notions en apportant un autre regard sur ce qui avait pu être dit. Et devant cette richesse des retours émanant de leur part, Françoise Chamfort, qui est ma collègue pour l'organisation de ce cycle, elle a suggéré qu'on ouvre un blog sur Hypothèse pour qu'on puisse y déposer déjà les comptes rendus des séminaires, mais aussi qu'on puisse y indiquer des liens URL, des ressources qui peuvent être mentionnées par les intervenants lors des discussions. Et on aimerait aussi mettre des documents annexes en lien avec ce qui est dit lors des sessions. Et on s'est dit que ça pouvait... Et on s'est dit que ça pourrait être investi aussi comme une forme de journal de bord qui intégrerait les retours des intervenants, mais aussi des auditeurs. Donc, c'est un outil qui pourrait nous permettre de générer une forme de continuité entre les séminaires. Donc, on vous dira quand ça se mettra en ligne, tout comme les vidéos des enregistrements, celle du mois dernier qui va être mise tout prochainement, et la vidéo de cette séance-ci qui va être mise en ligne également. On vous enverra un mail pour vous tenir informé. Donc voilà, je laisse la parole à Françoise qui va introduire le déroulé de la séance, ainsi que nos deux intervenantes.
Voilà, donc j'espère que mon son n'est pas trop audible. Bon, je fais vite alors du coup. Donc, juste un petit rappel concernant les attestations de formation. Donc, pour les doctorants de l'école doctorale L'Éclat, j'enverrai directement la liste des participants au service formation. Et pour les autres, je vous enverrai une attestation individuelle. Donc, si vous ne l'avez pas reçue lundi prochain, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vois que tout le monde, enfin, beaucoup de gens se sont connectés au Framapad. Donc, c'est par ce biais que vous pouvez interagir et poser des questions. Alors, nos invités vont se livrer à une conversation à 2 voix et ensuite, nous aurons un échange collectif. Du coup, si mon son est vraiment abominable, est-ce que, Caroline, je te laisse présenter les intervenantes? Ok, peut-être un peu détailler juste. Bon, okay, ouais, ok. Bon, ok. Je vous présente directement Mireille et Marine. Alors, Mireille, vous êtes professeure d'études théâtrales à l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et technologies du théâtre. Vous êtes responsable de la recherche. Vos travaux portent sur la dramaturgie et la mise en scène depuis le tournant 1900. Et depuis 2013, vous travaillez également sur la question de la recherche-création d'un point de vue épistémologique, méthodologique et pédagogique. Et vous avez dirigé l'ouvrage Faire théâtre sous le signe de la recherche, paru aux presses universitaires de Rennes en 2017. Marine Riguet, vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims Champagne-Ardenne en littérature et en humanité numérique. Et vos travaux, donc au croisement de l'histoire des idées et de la recherche-création, portent notamment sur les nouvelles pratiques d'écriture multimédiale. Et vous êtes l'auteur de Faire littérature, genèse d'un laboratoire, publié chez Hermann en 2019. Alors, on va commencer. Mireille et Marine, je vous laisse prendre le flambeau. Et je crois que Marine voulait, avant de commencer l'échange, nous présenter sa pratique qui est la poésie audiovisuelle. Alors, oui, bonjour. Je ne maîtrise pas du tout Teams, alors parfois je ne suis pas sûre de... Je crois que c'est Françoise qui a parlé. Oui, c'est ça. Oui, pardon, ça ne s'affiche pas sur mon écran. Oui, je vais brièvement, c'est pas très grave, je vais brièvement simplement en parler peut-être, enfin, avec Mireille, on s'est dit qu'on allait organiser, Mireille, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais on a dit qu'on allait peut-être organiser cette séance sous la forme d'une grande conversation, que ce serait plus simple parce qu'on se rejoint sur un certain nombre de réflexions. Donc, bon, moi, je veux bien commencer. Je vais aborder rapidement mes pratiques, mais peut-être que, comme là, je vois pas très bien comment faire un partage d'écran, peut-être que le plus simple sera simplement que je copie quelques liens sur le Framapad pour que, ensuite, les personnes intéressées s'y réfèrent directement. Je pense que... Enfin, je sais pas très bien comment vous envisagez les choses. Bon, je vais démarrer. Alors, simplement, tout le monde m'entend bien là? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Donc pour me présenter très brièvement, simplement préciser en ce qui concerne ma position en recherche-création que mes activités ont d'abord été dissociées et en ce qui concerne le numérique particulièrement, puisque je vais vous parler aujourd'hui un petit peu d'écriture numérique, finalement, c'est la recherche qui est venue orienter ma création, c'est-à-dire que j'ai réalisé d'abord une thèse en littérature et en humanité numérique, et c'est en découvrant la façon dont on pouvait utiliser le numérique en littérature que ensuite j'ai été amenée à explorer différemment l'écriture poétique, puisque moi j'écrivais plutôt de la poésie, et à réaxer mes pratiques poétiques avec les nouveaux outils numériques et en particulier audiovisuels, puisque je m'intéresse beaucoup maintenant à l'écriture audiovisuelle et notamment via une chaîne YouTube donc, que je vous laisserai consulter peut-être librement. Donc l'idée c'était de montrer de quelle façon finalement la recherche et la création pouvaient se nourrir et se pousser
mutuellement, conjointement. Et dans mon cas, finalement, c'est par une espèce de réflexivité, c'est ensuite mes nouvelles pratiques de création qui m'ont amené à modifier mon objet de recherche, puisque je m'intéresse beaucoup plus récemment dans la recherche aujourd'hui aux nouvelles matérialités de l'écriture et à la façon dont la littérature peut répondre à des enjeux culturels très contemporains, notamment aujourd'hui avec le numérique. Alors peut-être, j'ai commencé donc par vous mettre des liens dans le Framapad. Surtout, arrêtez-moi si c'est pas clair, parce que je suis encore en train d'essayer de jongler avec les outils. Je me sens très inexpérimentée dans le domaine. Mais pour que vous compreniez, parce que poésie numérique et surtout poésie audiovisuelle, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, parce que ça reste encore une niche parfois. Donc, je vous mets ici dans le Framapad, je suis en train de vous joindre des exemples. Et je vous mets une vidéo que j'ai faite assez récemment et une autre. J'ai choisi des vidéos très courtes exprès, d'1 minute, pour que ça puisse être visionné rapidement, mais vous pourrez visionner plus tard. Et j'en mets une autre d'une poète parmi 1000 autres qui pratique la poésie audiovisuelle et que j'aime beaucoup et qui s'appelle Gracia Bejani. Que ce soit dans notre champ, dans notre discipline, voilà. danse ou autre chose. Complètement être différent, un thème qui nous intéressait sur le coup et qu'on pouvait, par exemple... Madame Isolde, on entend votre son. Oui, j'allais dire, je ne sais pas qui parle. Voilà, c'est bon. Voilà, donc bon, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. En préambule, simplement pour aborder cette question de recherche-création, j'aimerais repartir de la notion de laboratoire, qui est une notion qui m'a beaucoup occupée pendant ma thèse, et finalement, on s'est aperçu avec Mireille en parlant que c'était une notion qui nous intéressait toutes les deux pour penser la création, et qui, en plus, est souvent réutilisée pour définir les pratiques numériques, quelles qu'elles soient. Et on parle en particulier beaucoup actuellement de laboratoire de la littérature quand on se réfère à la littérature numérique sous toutes ses formes. Alors, je pense notamment à un ouvrage collectif de Franco Moretti qui a été publié en 2016, qui s'appelait « La littérature au laboratoire ». On a eu quelques années, il y a une dizaine d'années aussi, le collectif dirigé par Serge Bouchardon, un laboratoire de littérature. Donc cette notion de laboratoire, elle est à interroger, je trouve qu'elle est assez intéressante, puisque elle pousse à se questionner un peu sur la signification de cette écriture qu'on mettrait au laboratoire, et surtout pourquoi on parlerait de laboratoire plutôt que d'atelier. Et le laboratoire, évidemment, c'est intéressant puisque ça permet d'articuler tout de suite la question de la recherche et la question de la création. Donc, si je peux faire un petit point historique très rapide, c'est simplement rappeler que c'est quand même une notion qui s'est développée, et c'est pas un hasard, dans la seconde moitié du 19e siècle, au moment où on a une émergence très forte des discours scientifiques, et notamment autour du vivant et de l'homme, puisque on a une prolifération des laboratoires, notamment à Paris, des laboratoires en biologie, en physiologie, en médecine. On a, en 1880, toute la refonte de la Sorbonne avec des plans d'agrandissement qui accompagnent aussi des installations de laboratoires. Et le laboratoire, c'est le lieu du savant. On a des laboratoires très connus, comme le laboratoire de Claude Bernard ou le laboratoire de Pasteur à ce moment-là, qui non seulement font des expérimentations au laboratoire, mais qui en plus reçoivent les intellectuels de leur temps dans le laboratoire. Donc c'est un lieu de savoir par excellence, qui construit le savoir par l'expérimentation et qui participe aussi à l'échange et à toute l'élaboration d'une réflexion intellectuelle de l'époque. Donc rapidement, si on peut définir le laboratoire, c'est un lieu d'observation et d'expérimentation par le biais d'outils et qui s'ancre dans une démarche de connaissance très forte. Et donc, ce sont ces éléments qui, je pense, peuvent être pris pour penser certaines pratiques aujourd'hui de création et la façon dont la création va se réarticuler à la recherche et à une démarche de connaissance. Mais avant de chercher à appliquer ça au numérique, peut-être que je vais laisser la parole à Mireille qui, elle aussi, développe beaucoup cette
cette réflexion autour du laboratoire. Mireille, je te laisse prendre la parole. Merci Marine. Bonjour à tout le monde. Moi aussi, je ne suis pas très à l'aise avec Teams. C'est la première fois que je l'utilise. Alors, mon écran change tout le temps. C'est très perturbant. Donc, je ne sais pas qui regarder, quoi. J'espère que ce sera quand même assez fluide. Donc, comme tu viens de le dire, Marine, oui, cette notion de laboratoire, finalement, c'est autour d'elle qu'on s'est entendu quand on a discuté en préalable à ce séminaire. On s'est rendu compte, en fait, qu'on avait il y avait beaucoup de choses communes dans notre démarche, même si on ne travaille pas du tout dans les mêmes champs. Moi, je travaille dans le champ du théâtre, comme ça a été rappelé, et donc la question de la recherche-création, c'est plutôt par ma pratique pédagogique professionnelle à l'ENSAT que j'ai été amenée à m'y intéresser et à travailler sur cette question. Mais en fait, il se trouve que parallèlement à ces interrogations pédagogiques qui étaient liées à la recherche-création, donc la mise en place des masters à l'ENSAT et donc toutes les questions que j'ai dû me poser à ce moment-là, parallèlement à ça, j'ai été très intéressée dans ma recherche, alors on va dire plus académique, plus universitaire. J'étais très intéressée par la perspective historique que pose cette question de la recherche-création, qui n'est pas tellement en fait abordée. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Et cette gestation du laboratoire au 19e siècle, moi aussi je m'y suis intéressée, donc ça a été notre point de rencontre assez immédiat avec Marine. Et je me suis beaucoup intéressée, je m'y intéresse pas mal en ce moment encore, aux influences de la médecine, de l'étude du vivant dans la mise en scène moderne et aux gestes de l'expérimentation. Donc, je vais en dire quelques mots. Et avant d'en dire quelques mots, je voulais dire aussi comment ça nous a amusé, Marine et moi, de nous rendre compte que toutes les deux, on avait publié des ouvrages avec le mot « faire » au début. Moi, « faire théâtre sous le signe de la recherche », l'ouvrage sur la question de la recherche dans les pratiques théâtrales, et Marine, « faire littérature », donc la question du laboratoire. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'avec finalement cette mise en face de nos deux titres tout à fait inopinés et surprenante, eh bien, en fait, on a mis le doigt, je crois, toutes les deux sur le fait que la fabrication de l'œuvre d'art, le faire de l'œuvre d'art depuis la fin du 19e siècle, et c'est vraiment une dimension historique importante, eh bien, est complètement imbriquée avec la recherche en laboratoire. Qu'il y a quelque chose là dans notre histoire artistique, en tout cas en littérature, en théâtre, voilà, il faudrait voir dans d'autres arts et regarder de plus près, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas dans ces deux champs, qu'il y a quelque chose qui s'imbrique de la fabrication, de la poétique, on pourrait dire, de la fabrication de l'œuvre d'art et de la recherche de laboratoire. Alors, je voudrais d'abord dire que je trouve très important, très utile d'avoir une conscience historique du laboratoire quand on parle de recherche-création aujourd'hui, parce que c'est un domaine qui est en plein essor, mais il me semble utile de comprendre que la recherche en art, c'est le fruit aussi d'une histoire et pas seulement une sorte d'invention institutionnelle récente qu'on nommerait recherche-création ou recherche en création ou en pratique artistique ou practice as research, comme disent les anglophones. Donc, réactiver la conscience de cette historicité, c'est-à-dire en fait du lien fort qui est entretenu par la création artistique à la recherche, peut, à mon avis, nous éviter d'imposer aujourd'hui un modèle de recherche qui serait trop formaté ou surplombant. Il y a pas mal de théoriciens de la recherche-création, il y a une quinzaine d'années, qui s'inquiétaient qu'on importe une sorte de modèle venu des sciences dures, enfin, ou plus ou moins dures, ou plus ou moins molles, sur le champ artistique. Et je crois que cette façon de faire le lien avec l'histoire peut justement nous permettre d'éviter cet écueil. Alors, un certain nombre de théoriciens, justement, de la recherche-création, notamment dans le monde anglophone, ont déjà eu recours à des exemples historiques de recherche en art. Par exemple, un ouvrage co-dirigé par Shannon Rose Riley et Lynette Hunter, donc Mapping Landscape for Performance and Research, donc un ouvrage paru en 2009, eh bien, se réfère à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, aux modalités de travail en laboratoire, donc dans le champ du théâtre, Grotowski, Stanislavski, des exemples évidemment très, très fameux. Un des contributeurs à cet ouvrage collectif, qui s'appelle Ian Watson, eh bien, s'appuie sur leur démarche, donc en l'occurrence Grotowski et Stanislavski,
pour penser ce qu'il appelle un paradigme théâtral de la recherche au XXe siècle. Donc quelque chose quand même qui déborde en fait de notre objet beaucoup plus précis qui est la recherche-création actuelle et qui permet de donner un ancrage historique à la question de la recherche dans le champ des arts. Donc, il y aurait un raccord entre des préoccupations institutionnelles et ce grand paradigme de la recherche qui aurait donc se serait notamment développé dans l'histoire des laboratoires de théâtre au XXe siècle. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de tout le mettre dans le même sac. Il faut faire attention avec ces raccords. Il me semble important à faire, mais disons que je pense qu'il ne serait pas forcément approprié de décerner un doctorat honoris causa à Stanislavski post-mortem. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il ne faut pas assimiler ce qui s'est fait dans les studios ou dans les laboratoires du XXe siècle à ce qu'on appelle aussi la recherche-création. Mais disons que ça permet plutôt de penser la question de l'historicité de la recherche dans le champ de la pratique. Alors, je vais en dire quelques mots. Bien entendu, on pourra y revenir peut-être dans la discussion, je vais en donner vraiment quelques grandes lignes. Alors, j'ai perdu toute image, mais on m'entend encore, ça va? Tout se passe bien? Je suis encore là? Oui, d'accord. C'est très perturbant, mon écran, il se passe des choses assez étranges, mais je vais peut-être moins le regarder. Alors, je vais en dire donc quelques mots, pour donner quelques jalons en fait de cette question de l'historicité. On a parlé avec Marine de la fin du 19e siècle et de cet essor formidable des laboratoires de sciences, hein, bien entendu scientifiques, et c'est dans le champ des arts, en tout cas dans le champ du théâtre, c'est vraiment au tournant 1900, donc très rapidement avec bon, je ne regarde pas l'écran parce que c'est très perturbant. Il y a des affichages qui se mettent. Bon. Alors, voilà, je vous ai retrouvé, ça va mieux. Oui, donc c'est vraiment dans le tournant de 1900 que les choses ont commencé à émerger. Donc assez rapidement, finalement, avec très peu de recul par rapport à l'histoire des laboratoires scientifiques. Quelque chose est arrivé très vite dans le champ des arts. Ça, c'est un fait qui me semble intéressant. Donc, un événement, enfin un des faits les plus visibles au début du XXe siècle et qui va se prolonger jusqu'aux années 70, ce sont donc les fameux laboratoires qui ont été étudiés de façon très détaillée dans un ouvrage passionnant de Jean-Manuel Varnet qu'il a publié en 2014, donc un ouvrage assez récent qui retrace bien l'histoire des grands laboratoires du XXe siècle dans le champ du théâtre. Ces laboratoires qui étaient baptisés également des studios en Europe de l'Est, et se sont inspirés directement des laboratoires scientifiques, mais aussi avec un mixage ou une hybridité avec les ateliers de peintres ou de sculpteurs. Donc comme si le laboratoire artistique, il était quand même déjà dans cette hybridité des espaces, la dimension de la science et la dimension de l'art venant se rencontrer dans cet objet complètement inédit qui s'invente là. Alors ce sont des lieux explicites de recherche en ce sens qu'ils ne sont pas tournés directement vers la production de spectacles, c'est-à-dire vers le marché théâtral. Il n'y a pas ce lien direct au marché théâtral, même si, bien sûr, il y a des choses qui se préparent en laboratoire et qui pourront aboutir à des présentations en public, des spectacles ou alimenter la production. Ce n'est pas complètement déconnecté, mais il y a quand même une césure importante entre le champ de la production et le champ de la recherche. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire des laboratoires. Il y a deux choses qui m'intéressent aujourd'hui dans ces laboratoires. La première chose, c'est le besoin fort, impérieux même, qu'expriment les artistes de théâtre de s'extraire de la logique du marché du spectacle. Cette logique, la logique donc oui, la production, elle épuise la création et elle l'empêche de se renouveler puisqu'il faut toujours produire de nouveaux spectacles sans avoir le temps de chercher. Donc ce que le mot de recherche et l'esprit de la recherche historiquement recouvre dès le départ, hein, et ça c'est vrai dans toute l'histoire des laboratoires du XXe siècle et ça ressurgit aujourd'hui, c'est l'exigence de faire du théâtre un art véritable et non un divertissement reproductible, quoi, avec des savoir-faire qu'on reproduit parce qu'il faut aller à toute vitesse et produire des nouveaux objets à présenter sur le marché du spectacle vivant, si je puis dire. Et tout d'un coup, je suis traversée par la pensée de ce qui nous arrive en ce moment. Et aujourd'hui, les artistes, ils ont beaucoup de temps, mais ils ont plus peut-être beaucoup de marché. Donc, on est dans une situation totalement inédite et nouvelle par rapport à tout ça.
Bon, en tout cas, ce besoin de chercher, ce besoin du laboratoire, c'est donc le besoin de renouveler le théâtre, c'est-à-dire de tirer le théâtre vers l'art le plus haut. Et je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas du tout une exigence d'innovation. Hein. Contrairement, ce mot aujourd'hui nous a envahi, il nous pourrit le champ de la recherche. Hein. Ce mot issu du contexte néolibéral. J'y reviendrai tout à l'heure après que Marie ait reparlé, mais c'est pas du tout ça que cherchent les laboratoires. Il ne s'agit pas d'innover. Hein. Il s'agit de tirer le théâtre vers l'art le plus haut. Donc c'est une exigence d'art et non pas une exigence de production du nouveau à tout prix, hein, qui se joue dans la recherche. Et ça, je pense que la question de l'innovation, c'est un des dangers de la recherche-création. Aujourd'hui, il faut faire attention, à mon avis, si on veut respecter la dimension vraiment de l'art dans la recherche-création. Mais j'y reviendrai. Alors, donc, cette histoire de laboratoire, finalement, ça coïncide, je ne suis pas la première à le noter, hein, avec l'éclosion de l'idée d'un théâtre d'art qui va rayonner sur tout le XXe siècle. Donc, c'est vraiment l'art poussé le plus loin, dans la plus grande exigence, de la plus grande virtuosité possible, mais pas dans l'innovation. Hein, même si on peut inventer du nouveau, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui guide le laboratoire. Alors, le deuxième élément sur lequel je voulais insister à propos de ces laboratoires, c'est un phénomène très, très frappant. Et en lisant la thèse de Marine, je vois que c'est la même chose dans le champ de la critique littéraire. Il y a eu un phénomène de migration du vocabulaire du laboratoire dans le champ du théâtre dès le début du XXe siècle. Alors, le vocabulaire de l'art, c'est d'ailleurs au-delà du théâtre, hein, puisque Marine en parle aussi à propos de la littérature, eh bien, s'enrichit d'un tas de mots. Alors, je pourrais en citer, voilà, expérimentation, expérience, expérimentale, hypothèse, résolution, vérification, essai, protocole. Alors, protocole, c'est un mot qui est quand même plus récent, qu'on ne trouve pas, en tout cas pas abondamment dans l'histoire des laboratoires du XXe siècle, mais alors qui est très en vogue aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, quand on veut vraiment appuyer l'idée d'une recherche dans un dossier, par exemple, au ministère de la Culture, eh bien, on met le mot protocole partout, comme ça fait vraiment très scientifique. Hein. J'en souris un petit peu, vous comprendrez que j'y reviendrai à la fin sur peut-être mon ironie par rapport à la question de la scientificité à tout prix, qui, à mon avis, est aussi un emballage politique pour faire accepter la recherche-création. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, donc une migration de ce vocabulaire qui est un phénomène très singulier, très important. Et ces mots, ils sont arrivés bien avant l'invention ou le développement de la recherche-création contemporain. Et je crois que la recherche-création aujourd'hui redonne un nouveau rayonnement ou un nouveau souffle, ou peut-être un second souffle plus institutionnel à ce vocabulaire, mais qui est là. Et il est là et il est utile qu'il soit là, avec toute l'épaisseur historique de cette histoire du théâtre du XXe siècle, pour qu'on puisse le réinvestir aujourd'hui et à nouveau frais. Alors, bien sûr, au départ, il faut se dire que ce vocabulaire devait sonner très étrangement aux oreilles, non seulement des artistes, mais du public, alors que ce n'est plus tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, c'est familier quand un artiste nous dit bah, « là, je suis dans une phase d'expérimentation » ou « je vais tester une hypothèse » ou « bon, on va voir, je mets en place un protocole ». C'est quelque chose qui ne nous heurte plus, hein, qui est vraiment parce qu'on a un siècle en fait derrière nous avec tout ça, mais c'était une chose très très étrange, il faut se dire, dans les années 20 ou dans les studios russes par exemple, hein, quand ce vocabulaire a commencé à se développer. Voilà. Alors, je voudrais insister également, avant de redonner la parole à Marine, sur un deuxième aspect de la forte imprégnation ou le fort développement d'un paradigme de recherche dans les pratiques du théâtre au XXe siècle, qui n'est pas le laboratoire, mais bien plus largement l'ensemble des pratiques de la mise en scène. En fait, bien sûr, le laboratoire, ce sont quand même des phénomènes très minoritaires, ultra minoritaires, hein, dans l'histoire du théâtre du XXe siècle. Mais la question de la recherche, elle déborde vraiment le laboratoire et elle est rentrée vraiment dans toute l'histoire du théâtre d'art dont je parlais tout à l'heure. En fait, dès le même tournant 1900 auquel je me référais tout à l'heure, eh bien, on a
on a une mise en scène qui se pense contre des pratiques de routine, d'un savoir-faire infiniment reproduit, de divertissement. Et donc, le paradigme de la recherche apparaît aussi dans la démarche des metteurs en scène rénovateurs. Alors, Antoine, Gémier, Stanislavski, etc. Des gens qui vont, c'est des choses assez connues, là aussi, de l'histoire du théâtre, hein, mais des gens qui vont penser le travail de répétition, de préparation du spectacle, de création, en empruntant, là encore, des éléments, des méthodes et de l'épistémologie scientifique, des sciences du vivant. Alors, dans cette idée de méthode, il y a l'allongement du temps de répétition, hein, qui est un phénomène quand même très très important, qui révolutionne complètement la pratique du théâtre au XXe siècle, cette idée qu'il faut prendre du temps pour préparer un spectacle parce qu'il faut le temps de chercher, justement. Donc un soin minutieux apporté aux travaux préparatoires, et puis ultérieurement, bien sûr, le développement de la pratique dramaturgique, le travail à la table, etc., qui sont des espaces que les artistes de théâtre considèrent, hein, comme des espaces de recherche, même si ce n'est pas la recherche de laboratoire, puisqu'il s'agit là de produire des spectacles, donc on crée, mais ce sont des espaces spontanément pensés comme des espaces où l'on cherche. Alors, il y a une autre chose plus précise encore, hein, sur laquelle je suis en train d'écrire en ce moment un ouvrage, donc voilà, j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, il sera publié, et voilà, mais je vais en dire quelques mots. C'est que chez les pionniers de la mise en scène, alors en France, là je travaille surtout autour d'Antoine et de Gémier, bon, mais c'est vrai aussi chez Stanislavski, ces modifications structurelles du travail, de la création, du travail préparatoire, les répétitions, les travaux préliminaires à la création ou à la répétition, eh bien, toutes ces modifications sont très influencées par le paradigme scientifique et particulièrement par les sciences du vivant et par le champ de la médecine, qui est un champ qui a vraiment très fortement pénétré le monde des arts dans la seconde moitié du XIXe siècle. En fait, le metteur en scène du tournant 1900 se pense volontiers en analogie avec le médecin explorateur, voire expérimentateur du vivant. Ce médecin expérimentateur qui est une figure vraiment rayonnante sur le plan symbolique à la fin du XIXe siècle en France. Et bon, ça c'est aussi bien connu, Zola revendique, hein, cette figure du médecin. Alors c'est Claude Bernard pour Zola, qui est vraiment la figure phare. Il la revendique en tant que romancier. Enfin voilà, le romancier serait l'analogone de cet expérimentateur, de ce médecin du vivant ou de ce savant du vivant dans le champ des arts. Le travail de mise en scène donc se conçoit en conséquence comme une forme de clinique. Bon voilà, ça c'est en tout cas la thèse que je défends dans l'ouvrage que je suis en train de travailler, une forme de clinique qui vise à éclairer les textes montés, les textes du répertoire, à en explorer le sens profond, à produire un éclairage juste, puissant, nouveau sur eux, qui va renouveler la lecture des textes et émanciper le théâtre des traditions d'interprétation figées. Donc c'est là en fait l'invention de ce qu'on appellera plus tard la dramaturgie, hein, qui est une forme de recherche concrète sur le corps des textes et en plongeant dans ces corps, dans leur épaisseur, dans leur profondeur, la profondeur de ces corps. Alors pour finir là-dessus, je dirais que du coup, par ce parallèle comme ça entre le travail du metteur en scène dans ses origines 1900, dans ses origines modernes 1900, 1920, et donc le champ des sciences du vivant, de l'expérimentation ou de l'éclairage ou de l'exploration du vivant, eh bien, par ce parallèle, la mise en scène moderne participe donc aussi très largement à la constitution du paradigme de recherche. J'ai un peu développé longuement ça parce que je voulais insister sur le fait qu'il ne faudrait pas limiter le paradigme de la recherche théâtrale au XXe siècle aux seuls laboratoires qui ont été importants mais minoritaires, hein. C'est quelque chose, un phénomène beaucoup plus large qui a affecté le champ du théâtre. Donc la mise en scène redéfinit le travail de création des spectacles comme un geste exploratoire du monde, du vivant,
Et ce geste, il est méthodique, arrimé à ce qu'on appellerait aujourd'hui des protocoles. J'aime beaucoup la citation l'expression de Michel Vinaver, qui dans les années 50 désigne le théâtre moderne comme, il a cette expression, c'est un instrument d'exploration. Le théâtre se pense, au XXe siècle, la mise en scène se pense comme un instrument d'exploration. C'est à propos d'un spectacle de Roger Planchon qu'il a cette belle formule. Donc, cette idée d'exploration, cette exigence d'exploration, je crois qu'elle n'a cessé de traverser vraiment les pratiques du théâtre du XXe siècle. Alors, pour conclure ce petit topo un peu historique, ou voilà, rappelant l'épaisseur en fait de l'historicité de la question de la recherche en théâtre, eh bien, je voudrais dire que finalement cette perspective historique, elle permet de comprendre l'endroit précis où la recherche fait toujours évidence pour les artistes de théâtre aujourd'hui. Je définirai cet endroit de la façon suivante. La démarche de recherche dans la création s'oppose à l'efficacité d'une réalisation par l'application d'un savoir-faire. La démarche de recherche, c'est plutôt un processus de maturation, d'où la question du temps, très importante, maturation qui remet en jeu les savoir-faire, qui réélabore les savoir-faire, les réinvente, les déplace, etc. Donc, l'espace même du faire, ce fameux faire duquel je suis partie tout à l'heure, l'espace même du faire, de la fabrique de l'œuvre, est donc questionné toujours dans cette histoire récente. Et Ariane Nouchkine, elle substitue à la notion de savoir-faire une autre expression qui est vraiment parlante, elle dit savoir chercher. L'artiste de théâtre, il faut qu'il applique un savoir chercher, non pas un savoir faire, et donc dans un processus qui doit maturer et non pas être efficace pour produire la marchandise, on va dire, industrielle qui reproduit toujours les mêmes recettes. Donc ce processus, je le disais, exige du temps, et aujourd'hui les conditions économiques de la création, alors je parle avant Covid, parce que là, on ne sait plus où on est, mais les conditions économiques de la création entravent très, très souvent cette exigence de temps qui est devenue très alarmante, très difficile pour les artistes, ce qui explique, à mon sens, le besoin de recherche qui est vraiment très fortement affirmé, réclamé par les artistes de théâtre, et pas seulement dans le cadre de la recherche-création universitaire, même si je crois aussi que l'espace de la recherche-création universitaire est aussi un espace qui répond à ce besoin, qui peut répondre en tout cas à ce besoin des artistes. Alors, je vais redonner la parole à Marine pour nous parler maintenant de son laboratoire numérique. Donc, je coupe mon micro. Merci Mireille. Oui, je vais rebondir sur ce terme sur lequel tu insistes à la fin, qui est la notion d'espace. Et je pense qu'effectivement, parler du laboratoire, c'est commencer à parler de cet espace de recherche et cet espace du faire, tel que tu l'as articulé dans ton propos. Et évidemment, c'est très intéressant tout de suite de réfléchir les pratiques de création, et notamment les pratiques de création numérique, à l'aune de cette notion d'espace, parce que quand on parle de laboratoire, on fait évidemment espace autour d'un instrument. Donc, quand on parle de laboratoire numérique, c'est faire espace autour de l'ordinateur, compris comme instrument, comme outil de recherche et outil de savoir éventuellement. Mais c'est aussi penser le numérique lui-même comme un espace, comme un environnement. Donc là, on passe à l'intérieur de l'ordinateur, si on peut dire les choses ainsi. Et donc, c'est tout de suite rappeler que le numérique est d'abord pensé en termes spatiaux, comme un environnement, voire un écoumène, c'est-à-dire un environnement qui est propre à être habité. Ça renvoie à toute cette nature de l'homme considéré d'abord comme être spatial et être voué à habiter. Donc on a toute une terminologie que vous connaissez tous, qui s'est développée assez rapidement, notamment avec le développement d'Internet dans les années 90. On parle de sites qu'on consulte, on parle de navigation, on parle d'exploration, d'Internet Explorer. Donc tout ça, c'est filé un peu cette métaphore
de l'espace. Et puis c'est un espace, et c'est là que ça va m'intéresser beaucoup, c'est un espace qui n'est pas donné en soi, mais qui s'architecture en permanence. Architecture, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans les travaux de culture numérique, notamment de Milad Douei, qui va se construire à partir de couches d'écriture qui sont des couches hybrides. On a une écriture, on a les messages qui construisent beaucoup cet environnement numérique, mais on a aussi le code qui est un autre type d'écriture qui vient se juxtaposer. Un espace qui se construit aussi avec un ensemble de documents très hétérogènes, des contenus de toutes sortes, et surtout, et c'est là qu'on va rejoindre très vite la création, un espace qui se construit avec des pratiques. Donc finalement, on est face ici plutôt à un milieu, c'est une mission... Ah, il y a un écho étrange. Sheina Kairos, est-ce que vous pouvez couper le... Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Pardon pour cette interruption. Donc, la notion de milieu est intéressante parce que penser le numérique en termes de milieu et non pas seulement d'espace, c'est rappeler qu'on a d'abord cette idée de milieu technique, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'intermédiaire technique entre soi et le monde, au sens où le roi Gourand pense le milieu technique. Et puis, on a aussi un milieu qui est pensé en milieu ambiant, c'est-à-dire qu'on a un nouveau sol qui est construit par ces sites et par ces écritures numériques. Et puis aussi, on a un climat qui se met en place. Donc, le sol et le climat, c'est vraiment ce qui crée ce milieu ambiant. Et le climat, qu'est-ce que c'est? C'est cette atmosphère qui va être produite par les échanges entre les êtres, les internautes, les utilisateurs. Donc c'est cette mise en relation entre les êtres qui permet au numérique de faire milieu. Donc finalement, le numérique, on peut le définir comme un lieu collectif de pratique, et c'est là qu'on peut voir l'articulation aussi avec la notion de laboratoire. C'est-à-dire que c'est un lieu qui ne va pas se donner en soi, mais qui va se composer en permanence selon ce qu'on écrit, selon ce qu'on va échanger, selon ce qu'on poste, et qui se bâtit ou se rebâtit quotidiennement. Et donc, immédiatement, on est confronté à la question du faire, c'est-à-dire que je pense, c'est pas un objet de recherche que l'on peut considérer extérieur à nous et préétabli, mais c'est un objet qui exige une implication active et permanente de soi. Donc, voilà, je pense que c'est la première entrée qu'on peut aborder en partant de la question du laboratoire, c'est le fait d'être dans une pratique du numérique qui est tout de suite dans le faire et qui pose l'espace aussi en termes de cohabitation et de co-constitution. Co-constitution avec la technique et co-constitution avec les autres personnes et les autres pratiques qui construisent avec nous. Alors, ces pratiques, évidemment, elles sont expérimentales et là aussi, on continue à affiler un petit peu cette image du laboratoire. Le laboratoire, il renvoie à son aspect très instrumental. On a un équipement technique qui ouvre à l'expérimentation. C'est peut-être ça la première définition du laboratoire. Donc, avec le numérique, évidemment, on est aussi face à un ensemble de nouveaux outils informatiques. Alors, pour revenir à la littérature, cette expérimentation via l'outil informatique, elle peut s'appliquer dans la recherche traditionnelle. Là, c'est quand on va utiliser les nouveaux outils de fouille textuelle pour étudier la littérature sous forme numérisée, mais on l'applique aussi à la création littéraire. Et c'est là que, en tout cas d'après mon parcours, il y a une grande différence entre utiliser les outils informatiques dans la recherche littéraire et dans la création littéraire, et c'est là que l'articulation entre les deux devient très pertinente, c'est que pour la recherche, on a finalement un rapport d'ingénieur à l'outil, c'est-à-dire qu'on va construire un instrument singulier pour venir répondre aux besoins d'un projet propre qu'on a construit en amont, alors que pour la création, finalement, on arrive à avoir un rapport plutôt de bricoleur à l'outil, c'est-à-dire qu'on va faire avec des matériaux qui sont déjà existants et qu'on va réadapter, voire dévier de leurs usages traditionnels pour qu'ils puissent servir nos besoins propres. Et c'est là que je rejoins souvent quand je pense à la notion de création,
ou même de recherche-création, je pense souvent à cette notion de bricolage qui a été développée par Lévi-Strauss dans La pensée sauvage et qui oppose justement l'ingénieur au bricoleur. Et je crois que c'est peut-être là qu'on... être du côté de la recherche-création, c'est peut-être être plus du côté du bricoleur que de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas tant du côté du concept en amont que de la réorganisation des signes du sens à partir de matériaux qui sont déjà donnés et qu'on trouve, en tout cas c'est comme ça que Lévi-Strauss définit un petit peu le bricoleur. Et dans le numérique, quand on fait création, surtout en ce qui concerne tout ce qui est poésie audiovisuelle, les matériaux déjà là, ça va être les sons, les images, on peut travailler sur les données, les flux de données, enfin là je pense notamment au travail de Françoise d'ailleurs, travailler avec tout ce qui est contingent, tout ce qui advient déjà, et puis travailler aussi donc avec les archives, ou même lorsqu'on filme du réel, on travaille avec le réel. Donc tout ça, c'est un ensemble de matériaux qui sont hétéroclites. On travaille non seulement avec on crée non seulement avec le contenu, mais aussi avec tout ce qui est les dispositifs numériques déjà mis en place. C'est-à-dire que par exemple, quand on va diffuser, produire une vidéo via YouTube, via Vimeo, on utilise des plateformes qui n'ont évidemment pas été construites pour la création à proprement parler, mais on va en faire un usage créatif. Et c'est cela, à mon sens, qui permet d'ouvrir à une autre heuristique que celle du chercheur. Ça devient vraiment une exploration par le faire, par la fabrique, plutôt que par le concept. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que j'oppose les deux démarches. Et la pratique expérimentale de l'artiste bricoleur, si je peux dire ça comme ça, va ouvrir à une expérience qui est immédiate et je pourrais même dire in media res, c'est-à-dire déjà au milieu des choses, contrairement aux chercheurs qui se placent du côté du concept. Par ailleurs, la notion de bricoleur, elle amène aussi à relier la notion de pro-âme, qui est une notion qui est développée beaucoup au sujet justement des pratiques numériques. Pro-âme, c'est professionnel amateur, et c'est cette idée que n'importe qui peut très vite s'emparer des outils pour faire, justement, et qu'on échappe un petit peu à des institutions, à des autorités. On a une démarche très autodidacte quand on est face à des outils numériques qui permettent de se réapproprier rapidement les usages et d'être dans le faire soi-même. Donc, cette approche par l'expérience a d'autant plus de sens dans l'environnement numérique qu'elle est accessible et puis aussi qu'elle permet d'éprouver le double médium de la création qui est à la fois la technique et le corps. Puisque avec les pratiques numériques, on est tout de suite dans un engagement très fort, qui est un engagement en grande partie corporel, physique d'abord, puisque finalement les nouvelles technologies ne cessent de solliciter le corps charnel. Quand on est dans l'écriture numérique, finalement, on n'est plus dans cet écrit papier. Bon, ça c'est très connu, hein. On est au contraire dans une incarnation, une mise en chair à nouveau du texte. Alors bien sûr, ça passe par la technique, mais ça passe aussi par exemple par une mise en voix, par une oralisation, donc par une écoute du côté du lecteur. Ça passe aussi par les sens souvent du toucher, puisqu'on a un rapport très tactile à l'outil, etc., etc. Donc, on a un double engagement corporel de celui qui écrit et de celui qui va lire, qui va recevoir le texte. Donc là, le corps sert un peu d'interface à la fois d'écriture et de lecture, ce qui engage immédiatement la notion d'expérience des deux côtés. Et puis, on a aussi un engagement corporel qui est symbolique, puisque avec le numérique, on a une présence qui prend la forme de traces très rapidement. Et donc, on a une corporalité étendue à travers toutes les traces qu'on va laisser au fur et à mesure de nos pratiques dans l'environnement numérique. Donc, tout ça, ça participe de cette construction de l'objet, disons, par les pratiques, en même temps qu'on peut s'y intéresser dans la recherche. Et un objet qui se construit, dans lequel on est obligé de s'engager soi-même, avec cette impossibilité d'être complètement extérieur
à ce qu'on étudie. Et bon, tout ça, ça me rappelle un peu cette opposition qui a été faite par Heidegger dans l'acheminement vers la parole, qui oppose d'une part la science, qui œuvre par le biais d'une méthode donc qui a été établie au préalable, et l'expérience, qui, contrairement à la science, est, d'après Heidegger, alors je reprends son image, une mise en chemin dans l'espace de la pensée. Donc ça voudrait dire que pratiquer, expérimenter artistiquement plutôt que scientifiquement, ce serait plutôt frayer un chemin, mais un chemin qui finalement participe aussi à la structuration du paysage. Et c'est un peu ça, je trouve, que on voit dans cette mise en pratique de l'écriture numérique, puisque finalement, plutôt que de suivre un protocole de découverte et de validité dans un champ donné, on fait expérience tout en construisant, en participant, co-construisant cet espace, notamment de création. Et enfin, peut-être dernier point en ce qui concerne cette idée de recherche-création pensée un peu à la lumière de la notion de laboratoire. Je pense que ce qui oppose un petit, enfin ce qui différencie, disons, pas ce qui oppose, mais ce qui différencie la notion de laboratoire et celle de l'atelier, penser le laboratoire plutôt que l'atelier, c'est penser que l'objet final, c'est faire connaissance. Mais avec donc cette nouvelle heuristique de la création qui se positionne différemment dans cette démarche de faire connaissance. Alors, pour ce qui est de l'heuristique de la création, je renvoie notamment aux travaux de Serge Bouchardon, qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Donc, ce serait cette connaissance par le faire, une connaissance faite par l'entrée dans l'objet. Et si on reprend toujours cette notion de bricolage de Lévi-Strauss, la compréhension de l'objet, ce qui ferait sens, ne serait pas donc du côté du concept, du côté de l'idée, avec le bricolage, avec le faire, mais plutôt, comme pour les mythes, du côté de l'image. C'est-à-dire que par le fait de bricoler, on donne accès à un sens qui est déjà là, mais qu'on ne va pas construire soi-même en amont, mais qu'au contraire, on rend visible, et c'est ainsi qu'on permet d'y accéder. Lévi-Strauss a cette formule très belle qui est que le bricoleur parle non seulement avec les choses, mais aussi au moyen des choses. Et je trouve que ça illustre très bien cette pratique de la poésie audiovisuelle, c'est-à-dire que on va pas seulement se faire parler soi-même, on va se faire parler avec tous les matériaux dont on s'empare, et finalement, c'est donner sens, faire parler quoi? Cette relation entre soi et les choses. Et c'est cette relation-là qui se met en place dans la pratique et dans la création. Donc finalement, c'est dire aussi que les formes de création littéraire numérique tirent plutôt le texte du côté de l'image, alors l'image non pas au sens iconographique, mais plutôt au sens mythique, tel que l'emploie Lévi-Strauss. Et en effet, avec les textes numériques, on est dans une dimension visuelle, on est dans une dimension plastique, on est dans une dimension dynamique, avec le texte animé, avec l'écriture vidéo, etc. Et donc, on est beaucoup plus de l'ordre de l'apparaître et du mouvant. Et cet apparaître ouvre donc à une connaissance de l'image qui passe moins par une intellectualisation que par une intuition. Faire apparaître, finalement, même c'est rendre visible pour permettre de s'en saisir, et notamment pour permettre de se saisir du sens et de son objet. Et ça me fait penser aussi à une phrase de Bonnefoy qui, en tant que poète, déclare dans Lieu et destin de l'image: la poésie n'est rien d'autre au plus vif de son inquiétude qu'un acte de connaissance. Et finalement, je trouve que c'est là qu'on peut renouer avec justement cet acte de connaissance qu'est la création et qui permet de faire sens, mais encore une fois, par l'approche du bricoleur plutôt que par celle de l'ingénieur qui serait du côté de la recherche traditionnelle. Voilà, c'est ici, il me semble, qu'on atteint une autre heuristique qui est l'heuristique propre à la création plutôt que celle de la recherche.
Et je vais laisser Mireille rebondir là-dessus, si elle est d'accord. Oui, je suis d'accord. D'autant plus d'accord que nous en avions convenu. Donc, oui, alors, je trouve évidemment particulièrement ces dernières réflexions là très très précieuses, très fécondes, et je voudrais rebondir. En fait, je vais rebondir sur deux aspects de la notion du laboratoire qui aujourd'hui pose question particulièrement pour nous et dans le champ de la recherche-création. Et notamment dans le champ de la réalité institutionnelle de la recherche-création telle qu'elle est en train d'apparaître ou de se développer dans le champ universitaire et des écoles d'art. La première chose, le premier aspect, c'est que du laboratoire, donc c'est que quand les artistes dont je parlais tout à l'heure, les artistes du XXe siècle ont fondé des laboratoires, en fait, ils enviaient énormément aux scientifiques le fait d'avoir un espace, hein, Marine en a beaucoup reparlé, et aussi du temps, ça j'en avais déjà parlé, donc je vais revenir là-dessus, d'avoir un espace et du temps pour chercher. Et la recherche de laboratoire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle prenait tout son sens parce qu'elle permettait de venir freiner la frénésie de la production de spectacles. Et de ce fait, dans ce laboratoire des artistes, la recherche, elle est toujours associée à des valeurs de liberté, d'aventure, ce qui recouvre le mot d'expérimentation dont parlait Marine, je crois, hein, ou d'expérience, hein, liberté, aventure, permise par justement cette indépendance par rapport à la logique de la production dans le champ du spectacle. Alors, on peut rappeler la définition que John Cage, par exemple, a donnée d'expérimentation en 1961, qui me semble très parlante. Hein. Je le cite, « Le mot expérimental peut convenir pourvu qu'on le comprenne comme désignant non pas un acte destiné à être jugé en termes de succès ou d'échec, mais simplement un acte dont l'issue est inconnue. » Donc toute la dimension de la découverte, de l'apparaître peut-être, dont parlait Marine à l'instant. Alors, je crois que cette dimension ouverte, fondamentalement non productiviste, hein, libre, que revendiquent les artistes, eh bien, ils en ont besoin, ces artistes, hein, plus que jamais aujourd'hui. Et me semble très intéressant à cet égard et très significatif le nouvel essor des laboratoires de recherche, hein, en ce moment dans le paysage français. On peut citer, alors pour ce que j'en connais dans le champ du théâtre, par exemple les résidences de recherche du Studio Théâtre de Vitry qui sont ouvertes depuis maintenant 2-3 ans, c'est assez récent, ou bien les laboratoires nomades que sont par exemple les laboratoires de Traverse organisés par la compagnie In Vitro, ou les récents labos mobiles. Je vais participer à un labo mobile en février, donc je verrai un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vraiment de nouvelles structures qui apparaissent, qui peuvent être nomades. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que ça remet l'accent sur la dimension de la liberté, de l'aventure, de ce besoin d'expérience, de ce besoin d'expérimenter qu'ont les artistes. Or, ce que je voudrais souligner, c'est que cette puissance exploratoire du laboratoire, alors qui a été la puissance exploratoire du laboratoire scientifique du 19e siècle, qui a servi de modèle aux artistes, eh bien, ne correspond plus tellement, voire plus du tout à la réalité des laboratoires institutionnels contemporains. C'est-à-dire que comme certains, je pense beaucoup d'entre vous le savent, en tout cas les universitaires le savent tous, parce qu'on le subit tous aujourd'hui, hein, aujourd'hui la recherche dans le champ institutionnel doit non seulement produire, mais produire d'une façon de plus en plus cadrée, normée. On doit savoir nommer ses résultats avant même de s'engager. On doit savoir présenter ces mêmes résultats dans le vocabulaire justement de l'innovation dont je parlais tout à l'heure, hein, dans tous les dossiers ANR, etc. On est vraiment à cet endroit pour pouvoir se justifier socialement, donc se justifier financièrement. Hein, on demande des fonds, donc on doit pouvoir rentrer dans un cadre extrêmement normatif. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, les valeurs non productivistes, de liberté, d'expérimentation ouverte, hein, qui ont été attachées à l'idée de recherche, eh bien, deviennent assez antinomiques avec un paysage de la recherche institutionnelle contemporain.
Donc aujourd'hui, quand on questionne les artistes de théâtre sur ce qu'est la recherche pour eux, enfin, ou quel est leur désir de recherche, ils pensent tout de suite en termes justement d'espace et de temps de liberté, d'aventure, de maturation, hein. Toutes ces valeurs qui, malheureusement, sont justement les choses que l'on est en train de complètement perdre dans le monde universitaire. Donc là, voilà, je voulais pointer cet aspect-là, hein, c'est-à-dire que l'endroit où le laboratoire aujourd'hui, il est mis en crise quand même, c'est aussi dans cette contradiction, cette antinomie entre les valeurs qu'il a représentées, notamment pour les artistes, et ce qu'ils sont aujourd'hui dans l'institution. Alors, le deuxième aspect qu'on peut interroger sur ce que c'est que le laboratoire aujourd'hui, et alors là, ça renvoie vraiment directement à ce qu'a dit Marine pour finir, et auquel vraiment je souscris totalement, c'est cette idée essentielle que la recherche artistique relève d'une heuristique qui passerait plus par l'intuition que par l'intellectualisation. Je crois que c'est un point absolument essentiel et qui nous embête beaucoup en recherche-création, enfin qui, en tout cas, autour duquel on tourne beaucoup dans les réflexions, les théories de la recherche-création actuelle. Alors, moi, j'aime beaucoup cette idée de faire connaissance dans le concret du travail qu'a développé Marine, qui s'oppose justement à une production de connaissances conceptuelles ou théoriques. Ça renvoie à des choses qui se sont écrites notamment dans le champ de la practice as research anglophone autour de la connaissance incarnée qui serait le propre de la recherche-création, à la connaissance incarnée, c'est-à-dire une connaissance sensible, présente à même l'œuvre et dans la relation qu'elle invite à tisser avec elle. Cette dimension relationnelle, Marine en a beaucoup parlé, je crois qu'elle est très importante, la connaissance, le savoir qui se produit dans la relation à l'œuvre d'art, que ce soit pour l'artiste ou pour le spectateur ou l'auditeur en musique, enfin le récepteur. Alors, les neurosciences aujourd'hui reconnaissent cette connaissance incarnée, hein, c'est un terme qui vient des neurosciences. Voilà, on sait bien aujourd'hui que savoir nager, ce n'est pas du tout savoir expliquer comment le corps humain peut parvenir à ne pas couler dans l'eau. Vous pouvez parfaitement savoir exactement comment le corps humain fonctionne pour pas couler dans l'eau et pas savoir nager. Donc la connaissance incarnée, elle est vraiment du côté de là où il y a le corps et où on sait nager, même si on ne connaît pas du tout tous les chemins musculaires, osseux, etc. pour savoir nager. Donc, les neurosciences ont donné un statut scientifique à cette connaissance incarnée et pourtant, la question se pose toujours très fortement de sa reconnaissance académique et de sa valorisation. Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance-là? Quelle valeur on lui donne? Et notamment par rapport à par rapport à la connaissance théorique. Alors, je crois que c'est vraiment un point angulaire, très essentiel aujourd'hui pour la diplomation des masters et des thèses de doctorat en recherche-création. Est-ce qu'il faut que la recherche artistique soit théorisée pour être validée d'un point de vue universitaire par un diplôme? Et si elle est théorisée, ça signifie donc très concrètement que la connaissance incarnée ne suffit pas à l'institution et qu'il faut y ajouter un type de connaissance plus traditionnelle, donc plus théorique. Alors, à ce sujet, il y a une réflexion tout à fait passionnante d'un théoricien de la practice as research, donc la recherche-création dans le monde anglophone, qui s'appelle Henk Borgdorf, qui est hollandais, et qui a très bien compris que ce qui est en jeu ici, en fait, c'est moins une affaire épistémologique qu'une affaire politique de négociation entre les artistes et les institutions universitaires. Alors, j'en dirai vraiment quelques mots. 3 mots. Disons, la question est la suivante. Jusqu'où l'université est-elle prête à aller pour reconnaître la recherche-création comme une discipline de recherche à part entière, c'est-à-dire reconnaître ce type de connaissance ou de savoir très spécifique qui est le sien. Borgdorf, dans son livre qui s'appelle « Le conflit des facultés », rappelle qu'au XVIIIe siècle, l'université allemande refusait de reconnaître la philosophie comme discipline. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne mettrait absolument en cause l'existence d'une thèse en philosophie. Et c'est que la philosophie, dit Borgdorf, a réussi sa négociation avec le monde universitaire pour devenir légitime en tant que discipline. Et donc, avec la recherche-création, on serait aujourd'hui en plein dans cette phase essentielle de négociation. Et un jour, je l'espère en tout cas, on trouvera peut-être évident que le champ de la pratique artistique soit un champ de recherche pleinement légitime
sans avoir nécessairement besoin de passer par le geste théorique si ce dernier n'est pas organiquement lié à la démarche de la recherche de l'artiste. Il y a des artistes pour qui le passage par le théorique, le concept est essentiel. Donc, dans ces cas-là, bien entendu, la recherche-création doit en rendre compte. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, par exemple, ce que nous a décrit Marine dans ce laboratoire du bricoleur, hein, qui n'est pas à l'endroit du concept. Alors, aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette étape de négociation-là, qui n'arrivera peut-être pas, hein, je ne sais pas, je ne devine pas les choses, mais disons qu'on est dans une phase de négociation, c'est-à-dire qu'on doit négocier pas à pas des compromis, qui sont d'ailleurs très variables selon les pays. Ça, c'est intéressant quand même de voir que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et je crois que tous les colloques et les séminaires de recherche sur la recherche-création qui se développent aujourd'hui, ils sont nombreux, eh ben, servent à ça. C'est-à-dire on fait d'une certaine façon une forme de lobbying pour que l'institution accepte de reconnaître cette discipline qu'est la recherche-création. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire là en ce moment ensemble. Alors, le compromis le plus courant aujourd'hui dans les divers pays du monde, c'est que les artistes doivent écrire un mémoire, alors dans le champ académique, hein, je parle, donc le mémoire de master, le mémoire de thèse, et donc pas seulement produire un spectacle ou une œuvre. Il y a très peu d'institutions ou de pays où le spectacle ou l'œuvre suffisent. Une toute petite anecdote à ce sujet, j'avais l'occasion de faire une intervention auprès d'étudiants brésiliens par Zoom, enfin ou par voilà, en visio il n'y a pas longtemps, et un étudiant racontait qu'il avait un ami qui avait fait un master de mise en scène en Hollande justement dans une grande école, que ce master était un spectacle, enfin voilà, c'était ça la production, et non accompagné puisque l'institution n'exigeait pas de mémoire, donc c'était pas accompagné par un mémoire. Et quand cet étudiant a voulu s'inscrire en doctorat au Brésil, on lui a demandé de produire son mémoire de master qui n'existait pas. Donc, il a eu plus grand mal à s'inscrire en doctorat. Donc là, on n'est pas du tout à un endroit unifié en ce moment dans le monde hein, sur la recherche-création et les négociations sont différentes selon les pays. Alors, quand on demande, c'est vrai que le mémoire quand même reste malgré tout vraiment très dominant dans les différents pays du monde, et ça veut dire que donc les artistes passent par un langage qui n'est pas seulement le langage incarné dans les œuvres, hein, mais qui se rapprocherait plus d'un langage des sciences humaines. Alors, ce pourquoi je milite personnellement, puis je m'arrêterai là-dessus parce qu'on pourra laisser la place à la discussion, hein, c'est que cette écriture soit la plus réaliste possible. C'est-à-dire que je crois que c'est très essentiel que les artistes disent vraiment ce qu'ils font, et j'emploie dire vraiment ce qu'on fait est une expression de Bruno Latour. Latour, qui, vous le savez peut-être, a beaucoup étudié ce que c'est que la vie de laboratoire, justement. Hein. La vie de laboratoire, c'est le titre d'un de ses livres déjà anciens. Il a montré comment les scientifiques, des sciences, alors des sciences dures, là, enfin des sciences de laboratoire, des sciences du vivant ou des sciences physiques, eh bien les scientifiques gomment systématiquement la réalité la plus concrète, la plus éprouvée de leur pratique. Et dans ses ouvrages ultérieurs, Latour leur demande de dire vraiment ce qu'ils font, c'est-à-dire avec la dimension du bricolage, hein, dont parlait Marine, ce qui n'est nullement dévalorisé ou disqualifié un travail. Hein. C'est-à-dire qu'on a une hiérarchie, bien entendu, entre le faire et l'intellect dans notre culture qui, ici, pose vraiment problème. Donc, concernant la recherche-création, vraiment, je suis persuadée que si on veut valoriser, faire reconnaître le faire connaissance propre à l'art, il faut absolument prendre en compte cette dimension concrète du laboratoire, cette dimension bricoleuse du laboratoire de l'artiste. Autrement dit, il ne faut surtout pas que l'empirisme du laboratoire soit escamoté par un geste théorique. Et à produire un mémoire purement théorique ou très conceptuel à côté d'une œuvre en recherche-création me semble absolument schizophrène et aberrant. C'est-à-dire pour moi, un mémoire doit rendre compte vraiment du travail, du faire, hein, sur lequel je finirai mon intervention en revenant hein, sur ce mot qui me semble vraiment fondamental pour définir le champ du laboratoire qu'est la recherche-création. Je me tais. Justement, par rapport à cette façon d'être connecté au faire, on peut peut-être poser la question de la documentation. Et dans vos pratiques personnelles, comment est-ce que vous documentez les phases de création? Marine, est-ce que tu veux répondre en premier ou
Non, vas-y si tu veux, Mireille. Avant cela, juste, excusez-moi, avant que vous répondiez, pour vraiment rendre ce temps d'échange ouvert, je vous invite vraiment tous, pour que vraiment on crée ce dialogue avec vous tous qui êtes là connectés, à indiquer, si vous le voulez, vos questions, les questions que vous voulez formuler à Mireille et Marine sur le Framapad, et comme ça, ainsi, on vous donne la parole pour que vraiment ça ouvre et qu'elles sentent que vous êtes là aussi avec elles dans cet échange. Voilà, merci. Le problème, moi, j'ai pas accès au Framapad, je l'ai pas ouvert, donc les questions qui seront sur le Framapad, on les verbalisera, et les gens après les poseront eux-mêmes pour qu'ils puissent être là aussi. Je sais plus, Marine, je commence ou tu commences? Bah, non, mais alors bon, je vais essayer de répondre très rapidement, parce que la documentation, c'est je suis pas sûre de la pratiquer. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien précisément, c'est que je trouve que la création fait archive elle-même. C'est-à-dire que, enfin, là, c'est vraiment une réponse très très personnelle, hein, mais moi, je sais que les vidéos que je produis, donc je vais parler exclusivement de ma pratique de poésie audiovisuelle. Mais les vidéos, je les mets au fur et à mesure que je les fais en ligne et sur YouTube. Et c'est un geste très spontané que je me force à conserver tel quel parce que justement, ça construit une archive de l'évolution de ma démarche et des pratiques et aussi des questionnements que je peux me poser et du va-et-vient que je peux faire ensuite entre recherche et création. Et ça devient un matériau au fur et à mesure. Et moi qui ai plutôt une tendance en général à détruire ce que je produis une fois que je passe à autre chose. Là, c'est une manière aussi de m'empêcher et de construire une archive extérieure, c'est-à-dire dans le public déjà, en tant que telle. Et donc, peut-être plus que faire œuvre, l'idée, c'est de faire archive, je dirais, dans cette démarche. Donc, la documentation, elle est à ce niveau-là. Mais Mireille, je te laisse peut-être dire 2 mots. Oui, en fait, je vais rebondir sur la nécessité de la documentation. Pourquoi? En fait, pourquoi on se pose cette question? Je crois que typiquement, c'est parce que dans le cadre d'une recherche-création où on demande production d'un écrit, d'un mémoire, à ce moment-là, se pose la question de la documentation. La documentation, dans le fond, pour moi, elle n'est pas nécessaire si on vise la création une recherche qui aboutit à une création. En revanche, elle se pose à partir du moment où on va écrire sur son travail. Et là où elle est très intéressante et utile, la documentation, c'est pour transmettre, en fait. Parce que ça, c'est un aspect que je n'ai pas du tout abordé à propos de ces mémoires de thèse ou de master, hein, de recherche-création. C'est qu'en fait, quand même, la grande utilité de ces mémoires, hein, ça je m'en rends compte vraiment en suivant les travaux de master des étudiants de l'ENSAT, c'est que ça permet de partager la recherche. C'est-à-dire que tout le processus de recherche artistique qui, à mon avis, en soi, n'a pas besoin d'être écrit pour être vraiment de la recherche, mais en revanche, pour être transmis, l'écriture est précieuse. C'est-à-dire l'endroit de l'écriture, il est très utile pour faire trace et pour que d'autres artistes, d'autres étudiants, d'autres chercheurs derrière puissent vraiment bénéficier de ce partage de la recherche. C'est un des critères hein, d'ailleurs de la recherche, c'est qu'il faut qu'elle puisse être partagée et donc c'est à cet endroit que la documentation est utile. Alors la documentation, c'est très variable selon les pratiques artistiques qu'on a. C'est une pratique assez complexe en fait, c'est très complexe la documentation, parce que ça veut dire que en même temps que les artistes sont plongés dans leur laboratoire, c'est-à-dire vraiment dans le concret de leur pratique, il faut en même temps qu'ils gardent des traces. Je me rends compte, par exemple, là, j'ai des étudiantes ou une étudiante particulièrement qui travaille un travail de mise en scène qu'elle a présenté en master cet automne. Eh bien, au début, elle écrivait tous les jours en fin de répétition pour garder des traces. Et puis, au bout de 4 jours, c'était plus possible, elle n'y arrivait plus. Et je l'entends complètement parce qu'en fait, c'est pas le même endroit, c'est pas le même endroit de la pensée, c'est pas le même endroit bon, en plus, il y a la question de la fatigue et tout ça, mais outre ça, c'est pas le même endroit. Ça veut dire qu'il faut vraiment arriver à organiser son temps dans une démarche de recherche-création pour
se ménager des temps différents, des espaces différents pour déposer, pour documenter, souvent a posteriori. Alors, ça peut être le week-end après une semaine de laboratoire ou de travail, ça peut être parfois, c'est 2-3 semaines après. Le problème, je leur dis souvent aux étudiants qu'évidemment, 2 semaines après, on a oublié plein de choses, on a oublié énormément de choses, mais on fait comme on peut. Enfin, c'est-à-dire vraiment la documentation, alors là encore, c'est très empirique. Hein. C'est très empirique et je veux dire, chacun essaie de trouver ses méthodes. Une très mauvaise méthode, c'est de filmer, hein, parce que alors après, on a des rushs à n'en plus finir. Enfin, ou alors filmer tout. Je veux dire, on peut filmer ponctuellement, bien sûr, pour garder des traces, mais là aussi, moi, ça m'est arrivé de me retrouver, discuter avec des étudiants qui avaient des rushs à n'en plus finir, qui étaient perdus là-dedans, et puis plus savoir comment piocher là-dedans, c'est complexe. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je peux observer, c'est que c'est quelque chose qui se constitue à chaque fois dans un grand tâtonnement, hein, dans un grand bricolage, là encore, cette documentation, qu'on essaie ensuite de présenter, de rationaliser dans le mémoire, bien sûr, hein, mais là aussi, je crois que c'est important de faire apparaître, quand on documente, de faire apparaître aussi le vécu de l'expérience artistique dans toute sa complexité et son épaisseur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Françoise. Oui, tout à fait. Oui. Après, cela dit, je voulais juste finir par une chose. Il y a une pratique qui se fait depuis longtemps, d'ailleurs, aux Beaux-Arts, etc., et qui est essentielle, c'est la pratique du carnet, hein, le carnet qu'on a toujours sur soi, dans lequel on note tout le temps des choses. Enfin, je crois que c'est vraiment une pratique très, très importante que moi, j'invite tout artiste à faire avant même dans un travail de recherche-création. Mais là encore, chacun fait sa chose. Alors, moi, Ok, merci mesdames. Ah. Pardon, je voulais juste dire sur la documentation, j'ai essayé d'expérimenter le fait de raconter les moments de ce qu'on appelle l'illumination en création, c'est-à-dire ces moments où tout d'un coup quelque chose surgit. Donc j'ai essayé de les consigner et ensuite de revenir dessus un peu plus tard, une ou 2 semaines après, et de voir ce que j'en avais gardé. Enfin, et du coup, la confrontation entre ces 2 moments, de l'immédiateté et puis un peu plus tard, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Voilà, c'est une piste personnelle. Alors, on va faire des liens avec les... Ouais. Je voudrais proposer qu'on fasse un lien avec, il y a une question, alors je vais aller sur le Framapad, une question posée par Shaimen qui fait lien avec d'autres questions. Il demandait, donc c'était en lien à ce que disait Mireille Le Scolena, quand on commence une recherche-création pratique, à quel moment peut-on dire que la recherche a basculé vers une recherche scientifique? Et peut-être que cette question peut faire lien aussi avec diverses interrogations que j'ai, enfin en tout cas qui sont nées quand je vous écoutais, notamment concernant cette... comment est-ce que je pourrais formuler ça? Parce que m'interroge ce qui ferait du coup singularité si l'artiste chercheur, enfin si l'artiste est déjà lui aussi chercheur, qu'est-ce qui fait donc la singularité d'un parcours recherche-création? En quoi ce détour par la recherche-création est-elle utile pour l'artiste, ou en quoi cet espace est singulier de la recherche-création, de la pratique artistique? Et il y avait également j'avais noté une autre question par rapport à ça. Bon, déjà ça, et on reviendra après. Voilà, sur cette singularité-là, et aussi notamment, vous, quels sont parce que, ok, il y a quelque chose de... vous évoquez cette vigilance à avoir, à ne pas trop normaliser la recherche-création, mais quelles sont les exigences que vous avez, vous, alors peut-être plus Mireille Le Scolena qui a encadré les doctorants, quelles sont les exigences que vous avez, vous, à l'égard des doctorants pour pouvoir les prendre aussi dans ce format recherche-création? Quels sont à un moment les critères qui s'établissent pour pouvoir... Est-ce que tout le monde peut faire de la recherche-création sans forcément être artiste? Est-ce que un encadrant peut encadrer de la recherche-création sans lui-même être artiste? Bon, c'est toutes ces questions qui se posent sur la singularité de ce doctorat dans le cadre universitaire ou en lien avec les écoles d'art, comme vous êtes en école d'art.
Bon, je vais avoir une position assez radicale et polémique. Vous l'avez sans doute entendu, mais que j'assume pleinement. Alors, mais que j'entends qu'elle est discutable, hein, bien sûr. Donc, je vais... Alors, déjà, pour moi, la recherche-création, c'est une recherche pour les artistes. Si on n'est pas artiste, on ne fait pas de la recherche-création. Enfin, voilà. On peut faire de la recherche-action, par exemple, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire, un moment d'aller expérimenter avec des danseurs. Par exemple, si on fait une étude sur la danse, d'aller expérimenter et prouver des choses avec des danseurs en studio, c'est-à-dire qu'on passe par le corps pour pouvoir comprendre ce qu'ils font. Ça, c'est de la recherche-action. Ce n'est pas de la recherche-création, hein, mais c'est tout à fait légitime. En revanche, la recherche-création, c'est une recherche d'artistes. C'est la recherche des artistes. Pour moi, je la définis comme ça. C'est des artistes qui, à un moment, veulent faire reconnaître dans le monde institutionnel leur propre recherche, leur recherche singulière. Donc voilà, c'est la singularité de la recherche des artistes, pour moi, la recherche classe. Alors, en quoi elle est scientifique? Et bien là, je suis très radicale. Elle ne l'est pas. Justement, elle est artistique, elle n'est pas scientifique. La recherche-création n'est pas scientifique. Alors, on va essayer de faire croire qu'elle l'est pour se faire reconnaître par l'institution, pour que les universités acceptent de façonner des doctorats de recherche-création, de fabriquer des doctorats de recherche-création. Hein. C'est là où je pense que c'est politique et c'est une négociation où on va parler de protocole, de méthode, etc., pour rassurer l'institution. Mais si un artiste se met à être scientifique, vraiment scientifique, ben, je suis désolée, il n'est plus à l'endroit de l'art. C'est là où je suis très radicale. Je pense que ce serait catastrophique, vraiment, de soumettre des artistes à des démarches scientifiques qui ne sont pas les siennes. Je veux dire, quel art on va fabriquer? On va fabriquer des choses pas très intéressantes artistiquement, enfin, ou alors on invente une nouvelle forme d'art, pourquoi pas? Je veux dire d'ailleurs, pourquoi pas? Un art complètement expérimental qui serait dans l'hybridation art-science, pourquoi pas? Mais c'est pas tout art. L'art, si on veut vraiment respecter ce que c'est qu'une démarche artistique, on ne peut pas la soumettre à une démarche scientifique, c'est aberrant. Hein, je sais pas, c'est comme si, je sais pas. C'est comme si on devait soumettre un médecin qui fabrique des vaccins en laboratoire à une démarche artistique. On lui dise, maintenant, tu vas te mettre à, créer artistiquement. Ce serait complètement aberrant. Ça semble aberrant dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va pas soumettre, disons, une exigence artistique à un scientifique de laboratoire qui fabrique les vaccins contre la Covid. Eh bien, n'allons pas soumettre l'exigence scientifique à un artiste. Voilà, c'est vraiment mon point de vue. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une écriture, on a parlé du mémoire, qu'il n'y a pas une démarche, etc. Alors, la question, du coup, qui était très pertinente, qui a été posée, c'est, du coup, qu'est-ce qui différencie une pratique artistique d'une recherche-création? C'est vraiment la question essentielle. Alors, la pratique artistique, tout dépend comment elle est comprise, comment elle est conçue par l'artiste. Pendant très longtemps, on a conçu l'artiste comme inspiré des dieux, comme étant habité par du génie, par une intuition géniale. Voilà, si on est sur un modèle de l'inspiration, du génie, de la transe, etc., voilà, à ce moment-là, on n'est évidemment pas du tout dans un modèle de recherche. Et on ne peut pas être dans l'idée de recherche-création. L'idée de recherche-création, elle suppose que l'artiste se vive profondément dans une démarche d'être en train d'expérimenter, c'est-à-dire en quête de quelque chose qui demande du travail. C'est ça, en fait. C'est pour ça que la notion de laboratoire est importante. C'est-à-dire que c'est un artiste qui pense que tout ne lui vient pas par une inspiration géniale, d'un coup, ni par des recettes, qu'il a besoin à la fois de sortir des recettes qu'on connaît déjà pour trouver des choses autres, mais aussi que ça va demander un travail, et un travail de patience, de maturation. J'ai insisté sur la question de la maturation du temps, d'essayer des choses, d'expérimenter, mais au sens pas scientifique, on est d'accord, on ne va pas vérifier des hypothèses scientifiques en art, on ne vérifie rien en art. Hein. En revanche, on cherche des choses qui vont être à un moment, qui vont sembler fortes à l'artiste, parlantes à l'artiste. Donc, c'est ça qui fait recherche, c'est-à-dire cette idée qu'on n'est pas ni dans les savoir-faire qu'on répète, ni dans l'inspiration géniale, mais qu'on travaille, en fait. Et à partir du moment où l'artiste pense vraiment, est convaincu qu'il est dans cette démarche-là, dans cette vision-là de l'artiste,
il est dans une démarche de recherche. Et ce qui fait recherche-création, c'est ensuite le diplôme pour moi. Hein. C'est à partir du moment où on va mettre un diplôme, voilà, mais que des artistes de théâtre, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, comme Claude Régis, bon, par exemple, qui nous a quittés l'an dernier, qui a été dans une démarche de recherche profonde, très longue, avec une maturation. Évidemment que là on est dans une... Voilà, on peut parler pleinement de recherche. Mais maintenant, il n'a pas fait de la recherche-création parce qu'il ne s'est pas inscrit ni en master ni en doctorat. La recherche-création, c'est une discipline de l'université, ça n'est rien d'autre. Et après, on y met ce qu'on veut. Enfin, on y met ce qu'on veut. On y met ce qu'on y arrive à négocier. Mais il faut faire attention à ne pas aller contre ce que c'est qu'être la démarche d'un artiste. Alors, on va faire lien. Merci Mireille. On voit comme on a des regards complètement différents. On avait Monsieur Philippe Goudard la semaine dernière qui a une toute autre posture et qui a montré à travers des doctorants qu'il encadre à quel point ceux-ci se prêtent par des protocoles artistiques à des exercices qui cherchent à démontrer des choses et donc à faire science à partir de protocoles rigoureux, donc ne dissocions pas l'art et la recherche. Peut-être que si vraiment on assumait à fond ce postulat de dire que la recherche-création n'est pas scientifique, peut-être pourrions-nous demander pourquoi alors assumer de prendre l'espace du doctorat recherche-création à l'université. Alors si c'est un postulat, bon, c'est une question en tout cas que je me pose, parce que si on n'est peut-être que de l'ordre du ressenti, pourquoi est-ce qu'alors dans le doctorat recherche-création, pourquoi est-ce que les artistes ne se limiteraient pas juste à la création artistique? Bon bref, en tout cas ce sont des questions que je me pose et qui ont l'air de se poser aussi pour Isabelle Starquier. Peut-être voudriez-vous prendre la parole? Je vois qu'il y a une réaction sur le Framapad. Isabelle Starquier de l'Université d'Evry. Oui, moi je pense qu'effectivement, enfin bonjour Mireille, je pense qu'effectivement par rapport à cette question fondamentale de la transmission, enfin pour moi la recherche-création, contrairement à Mireille, c'est pas juste un postulat universitaire, c'est la voie du théâtre des idées de vitesse, c'est-à-dire c'est le moment où le savoir-faire qui est à la fois de l'intuition, de l'inspiration, du savoir chercher, comme le dit Nouchkine, s'énonce pour pouvoir être transmis. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ce va-et-vient. Moi, quand je dirige des thèses des doctorats en recherche-création, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a la théorisation peut permettre le cadre pour faire jaillir une pratique. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un étudiant qui a le travail sur les formes performatives musicales et théâtrales en Iran permettent un training de l'acteur. Donc, c'est en partant de ce corpus théorique qu'il a réussi ensuite à chercher sa pratique du training de l'acteur. On peut avoir au contraire une production sur lesquelles on est plutôt intuitif quand on est dans un geste artistique, sur lequel après on peut avoir un regard théorique qui vient à la fois énoncer justement ce savoir-faire en savoir et qui permet également de découvrir d'autres chemins dans l'œuvre qu'on peut mener, parce que finalement la recherche-création, moi je sais que personnellement ça m'a permis de découvrir de spectacle en spectacle le fil d'une esthétique ou d'une éthique ou en tout cas de quelque chose qui se dessinait malgré moi et vraiment totalement de façon au départ intuitive, mais qui mis en mots est devenu en tout cas quelque chose que j'ai tenté de théoriser. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même de beaucoup plus scientifique dans ce sens-là, en tout cas à mon sens, et qui permet de vraiment articuler sans arrêt, non pas dans un mémoire illustratif, théorique illustratif sur une pratique, mais d'avoir vraiment une passerelle et des allers-retours permanents entre la pratique intuitive, le geste artistique et l'expérimentation théorique et qui constitue la recherche sur, autour, avec, dans la création. Alors, je vais peut-être intervenir pour me retourner vers Marine, justement, qui est dans une situation où elle, comment dire, si j'ai bien compris, votre activité artistique et votre activité de recherche, jusqu'à maintenant, étaient dissociées, disjointes. Et maintenant, c'est une sorte de coming out, vous avez décidé de les joindre. Donc, étant donné que vous êtes justement dans cette phase initiale, comment vous percevez les choses?
Oui, merci pour ça. J'étais en train de me dire que j'ai l'impression que, avec les positionnements très différents des uns et des autres, que tout se jouait dans cette espèce de tiret qui, j'imagine, est très débattu de toute façon, recherche-création, comment on lit les deux. Et c'est vrai que moi, je dissociais énormément parce que j'avais cette impression que quand on était dans la création, on ne pouvait pas être en même temps dans la recherche, et que de prendre mon objet de création aussi comme un objet de recherche risquait d'entraver la justesse de mon positionnement au moment où je crée. Donc c'était un peu mon angoisse première. Et puis finalement, j'ai été rattrapée malgré moi. Et effectivement, c'est un vrai coming out parce que j'ai pas pu m'empêcher à un moment de me questionner. Et c'est là peut-être qu'en fait, le faire n'amène pas tant au comprendre qu'au questionnement. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure je suis dans la recherche-création ou dans ce va-et-vient permanent entre recherche et création, parce que je sais les moments où je suis en train de créer et les moments où je suis en train de réfléchir sur ces nouvelles formes de création, d'écriture, auxquelles je suis en train de participer dans les moments où je crée. Mais ce sont des moments qui sont très distincts malgré tout. Mais bien sûr que je crois quand on est dans une démarche à la fois de chercheur et d'artiste, je dirais, au sens très très large, enfin en tout cas de créant, il y a ce moment où on est amené à éprouver des questionnements qui deviennent des questionnements aussi plus du côté de la réflexion intellectuelle et en amont de la création. Voilà. Mais c'est très subjectif comme démarche. Enfin, je comprends aussi ce que dit Mireille. Voilà. Est-ce que vous... Ah oui. Ouais, parce que je voulais même proposer, s'il y en a qui veulent prendre la parole comme ça librement et que vous voulez vous insérer dans ce... N'hésitez pas, venez, on enlève le Framapad, allez-y, rentrez dans la conversation pour soutenir, enfin voilà, pour alimenter cet échange avec Mireille et Marine. En fait, je voulais faire une petite intervention, Caroline, est-ce que c'est possible? Pardon, bien sûr Mireille, bien sûr. En fait, moi je crois on a un très grand flou en recherche-création en ce moment sur un certain nombre de mots. Théoriser sa pratique. Est-ce que théoriser sa pratique, c'est pareil que réfléchir sur sa pratique ou avoir du recul? Moi, je pense que l'artiste, s'il se met à théoriser sa pratique, je ne sais pas si Vitesse, il théorise, il réfléchit sa pratique. Il a une pratique réfléchie, profondément réfléchie. Théoriser, c'est être du côté vraiment de la fabrication du concept et je pense que les grands artistes de théâtre sont pas du côté de ce côté-là. En revanche, ils réfléchissent en profondeur leur pratique. Donc, il faudrait vraiment faire une différence entre théoriser et réfléchir sa pratique. Je crois que la recherche-création, elle est surtout pas du côté d'une pratique intuitive. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Si on pense qu'on est dans l'intuition, on ne fait pas de la recherche-création, on ne va pas faire de la recherche-création. La recherche-création, c'est l'artiste qui crée dans une grande réflexion de ce qu'il fait, mais pas forcément théorisation. Hein. Et puis le mot scientifique sur lequel j'ai réagi un peu brutalement tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux dire, est-ce qu'en études théâtrales, moi je ne fais pas de la recherche-création, hein, moi je fais vraiment, mon travail est vraiment un travail d'histoire et d'esthétique du théâtre, mais est-ce que je suis scientifique? Je ne me suis jamais vécue comme scientifique, je suis rigoureuse, comme un artiste peut l'être dans son travail, avec ses critères à lui, de justesse, d'affiné, etc. Il y a une grande rigueur artistique, évidemment, mais est-ce qu'on est complètement scientifique? Qu'est-ce qu'on appelle scientifique, enfin? Oui, c'est la question que... Ce mot, il est dangereux en recherche-création, parce qu'il génère tout de suite un imaginaire des sciences dures qui n'est pas le bon. Rigueur, démarche, réflexion, oui, bien sûr, à fond. C'est ça la recherche-création. Et je ne défends pas l'artiste qui crée des trucs et qui demande un doctorat comme ça. Hein. Qu'on soit bien d'accord qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Le doctorat et le master de recherche-création, c'est une pratique très réfléchie et très exigeante dans la réflexion. Mais pas scientifique, non. Il y a Sheina Kairos qui souhaite, qui lève la main. Oui, alors je ne sais pas pourquoi j'ai un... Vous m'entendez? Oui, très bien, Sheina. Oui.
Bonsoir à tous. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec ma caméra, c'est pas grave. En fait, je me demandais, en réfléchissant sur toute l'intervention, je me demandais si par exemple, Bertolt Brecht, alors je ne sais pas si j'ai prononcé bien en français, quand il y réfléchissait ou il théorisait sa pratique quand il a créé par exemple l'effet de distanciation. Est-ce que... Brecht théorise. Brecht, mais il ne théorise pas sa pratique. Il développe une théorie du théâtre et il développe un art du théâtre. On ne peut pas dire qu'il théorise sa pratique. Il réfléchit sa pratique et il produit une théorie. Il y a vraiment, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces gens très rares qui sont des théoriciens du théâtre. Ça, c'est 100% d'accord avec vous. Mais dans ces cas-là, par exemple, ces gens-là, pour reprendre vos mots, ils seront des chercheurs créateurs, ils sont des artistes chercheurs. Est-ce qu'on peut les encadrer quelque part ou voilà. Mais la question, c'est les cases. On se pose la question aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on développe cette discipline de recherche-création dans le monde institutionnel. On se pose ces questions, mais c'est pas des questions. Enfin, a posteriori, on peut dire oui, il est chercheur, mais évidemment qu'il est chercheur. Mais est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas si vous comprenez ma réponse. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à la création d'un champ, d'une discipline. Et alors, on regarde le passé, on se dit oui, bien sûr qu'il y a une démarche de recherche très forte chez Brecht, oui. Mais attention, on est en train de projeter nos préoccupations sur lui. C'est ça que je veux dire. Il faut faire attention à ça. On a Sébastien Augier. Pascal avait une question. Ah, pardon. Pascal voulait intervenir. Oui, non, j'avais juste allumé mon micro parce que bon, ces questions, elles sont passionnantes et puis là, les mises en perspective étaient vraiment aussi très riches justement par rapport à cette pratique du laboratoire qu'on a tendance à ne pas voir ou à mal voir. Mais je trouve qu'aussi la discussion et le positionnement par rapport aux sciences mériterait donc pas simplement d'être vu d'un côté les sciences dures et puis notre pratique à nous, mais aussi d'interroger les pratiques du côté science par rapport à nos pratiques. On a toujours un peu une situation complexée par rapport à, dès qu'on évoque les sciences, alors qu'en fait, justement, à partir de ces questions-là, on devrait aussi tirer parti de ce qui se passe du côté des sciences. Alors, je lance quelques idées en l'air, mais déjà, entre les mathématiques, la physique, les sciences naturelles, il y a justement eu aussi des débats. Les mathématiques étaient là, les reines, parce qu'elles étaient complètement abstraites, et la physique et les sciences naturelles étaient dégradées parce qu'elles avaient rapport au réel. Et en même temps, aujourd'hui, voilà, les sciences dites dures intègrent complètement les sciences physiques, voire les sciences naturelles. Donc ces débats-là, ils sont aussi intéressants. Sur le plan universitaire, on a d'un côté les universités scientifiques et de l'autre côté les IUT qui sont dans la pratique. Et il faut se rappeler, voilà, je lance simplement des éléments de réflexion vraiment très larges, mais il faut se rappeler que la problématique de la recherche en création, elle est en partie et en grande partie née du problème institutionnel qui s'est posé par rapport aux écoles d'art, et on a envie de dire aussi par rapport au conservatoire, par rapport à la délivrance de diplômes. Et voilà, ces chantres d'un côté, on va dire UT, université scientifique, et ce qui était justement les conservatoires, les écoles d'art par rapport au champ universitaire, c'est justement de cette mise en rapport qui était plutôt évitée, parce que si on était du côté universitaire avec une thèse, on était du côté de la recherche, de la théorie et pas du côté de la pratique. Mais dès qu'on a admis les formations arts du spectacle, s'est posé la question, est-ce que la pratique a sa place ou pas? C'est aussi des éléments de débat. Et ces doctorats recherche en création sont venus de la nécessité, on va dire en partie, je caricature un peu, mais de diplômer, d'accorder un diplôme pour diriger notamment des thèses pour des gens qui ne relevaient pas justement de l'université, mais qui relevaient des écoles d'art et des conservatoires. Donc on a un peu des complexes parce qu'on a l'impression qu'à nouveau on est dans quelque chose un peu bâtard, incertain, mais ces questions-là, les scientifiques ont réussi finalement à les valider, à avoir une reconnaissance. Et nous, on a toujours l'impression d'être dans une position inférieure, alors qu'en fait, finalement, les questions sont relativement proches, mais on ne les voit pas forcément avec les bons regards. Voilà, je m'arrête là de ces petits éléments de réflexion qui sont nés des éléments présentés et qui étaient vraiment très riches et très intéressants.
Bon, là, on a beaucoup de mains qui se sont levées. Alors, on a Chantal Lapère, Isabelle Starkey aussi. L'une de vous veut commencer? J'ai aussi qui a posé une question sur le Pharmapad. Alors, ouais, on va d'abord Chantal Lapère et Isabelle Starkey. Après, on enchaînera avec celui qui a posé la question. On fait le lien après. Sébastien. Ah oui. Chantal ou Chantal Lapère? Non, plus Chantal. Ah si. Oui, si. Vous êtes où? Voilà. C'est là. Oui, je suis donc Chantal Lapère, je suis professeure à Cergy et je dirige des thèses en recherche-création, enfin en création littéraire et artistique, puisque c'est ainsi que la chose s'appelle. Et je trouve beaucoup d'échos dans la discussion qui a lieu là à des problématiques qui sont les nôtres autour. Alors, véritablement, Mireille, je suis d'accord, des questions de mots. Et je me disais en vous écoutant, au fond, pourquoi avoir peur de la dimension scientifique ou des choses comme ça. Et je pense que moi, je suis très gênée quand mes étudiants me disent alors pour la partie théorique ou la partie pratique ou des choses comme ça, et je trouve ça insensé et impossible, ce que vous disiez tout à l'heure, quelque chose qui développerait une approche purement théorique avec une création à côté. Je me bats vigoureusement avec plus ou moins de résultats contre cette dimension-là. Mais en vous écoutant, m'est venue l'idée qu'au fond, je crois que l'espace de la recherche-création était un espace incroyablement précieux en tant que nouvelle discipline à l'université pour précisément refonder les termes clés. Et celui de théorie me paraît aussi fondamental. La théorie en grec, c'est la spéculation et la contemplation. Et peut-être cette dimension théorique, au lieu d'en être effrayée, j'en suis personnellement effrayée quand je vois ce qu'elle devient, mais quand elle se coupe à ce point de la pratique et de l'expérience et de cette connaissance incarnée dont il a été question, mais peut-être que ces rencontres pourraient aussi donner lieu à une réflexion terminologique de fond, en redonnant à la dimension scientifique par rapport à ce qui vient d'être dit, à la dimension théorique, une valeur et une profondeur qu'elle perdent dans nos usages courants des termes. Voilà. Merci Chantal. Isabelle, vous aviez levé la main aussi, c'était peut-être pour être dialogué avec ça. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Chantal Lapère, c'est-à-dire que effectivement, ce que je trouve formidable dans la recherche-création, moi, c'est pas ma coming out, mais j'ai résolu ma schizophrénie à la fois d'artiste et d'universitaire grâce à ce tiret. Je suis d'accord avec Marine, ce petit tiret qui fait tout, qui fait ses allers-retours permanents, mais je pense surtout que ça permet d'interroger aussi la place aujourd'hui de l'université et des écoles d'art. Et ça, c'est vraiment une question à laquelle, pour l'instant, on ne répond pas vraiment. Je pense que ce n'est pas juste quelque chose, un label qui serait arrivé. Je pense qu'effectivement, pour moi, ça fait très longtemps. Alors, je n'avais pas pensé à Brecht, mais effectivement, pour ma vitesse, c'est ce lieu où tout d'un coup, on pourrait enseigner, effectivement, on pourrait être sur, et ce n'est pas pour rien que Vitesse a créer une école, enfin tout son rapport, le théâtre des idées, c'est lié à l'école, c'est-à-dire à la transmission. Je pense que c'est fondamental dans la réflexion qu'on devrait avoir entre recherche académique, universitaire et travail pratique des écoles d'art, et d'avoir vraiment de re-questionner cet endroit-là. Il y a, bon, j'aimerais rebondir encore sur cette circulation entre école d'art et université, parce que Mireille, comme vous êtes dans l'école d'art, voilà. Ouais, est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a une circulation évidente, ou il y a encore vraiment des résistances pour vraiment générer une coopération entre les deux, entre ces deux pôles? Ben, non, moi je pense ça chemine vraiment hein, depuis 10 ans, là, moi que je m'intéresse à ces questions, là, ça a beaucoup cheminé justement grâce à ce type de séminaires, de colloques. Enfin, je crois qu'on avance vraiment beaucoup hein, sur la recherche-création, donc je suis plutôt optimiste. Je voulais juste témoigner d'une chose, c'est que moi, quand je suis arrivée à l'ENSAT, donc il y a 9 ans, universitaire dans une école d'art, la position que j'ai défendue tout à l'heure, elle était diamétralement opposée il y a 9 ans. Et en fait, c'est vraiment le contact concret du suivi des masters, là pour le coup, des étudiants, qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'un artiste en recherche. Et que, en fait, pour moi, mais c'était pas possible
de faire un master, hein, puisque c'était le master dont il s'agissait à ce moment-là, de faire un master sans passer par le théorique, quoi. Ça me semblait pas possible, quoi. C'était, ça me scandalisait, enfin, ça me remuait énormément en tant qu'universitaire. Et c'est vraiment pas à pas, en comprenant que oui, dans leur laboratoire, une étudiante qui avait fait une année un travail sur l'éclairage du nu, hein, une étudiante en lumière qui a travaillé sur l'éclairage du nu, et ben oui, elle a dû passer beaucoup de temps au laboratoire avec des corps différents, avec ses projecteurs, etc. Et que c'était une vraie recherche très profonde, formidable, mais c'était pas un endroit, elle n'avait pas pris les méthodologies universitaires qui étaient les miennes, elle avait examiné. C'est vrai que j'ai complètement renversé ma position et du coup, aujourd'hui, je me sens, en fait, je connais bien les deux positions puisque je suis une universitaire, mais en même temps, je suis complètement dans une école d'art et donc, ce trait d'union-là dont on parle, je le vis, quoi, je le vis vraiment au quotidien et j'ai beaucoup de... Ouais, je suis assez optimiste, je pense qu'on est en train de cheminer vraiment vers quelque chose... qui est beaucoup moins, qui était très conflictuel il y a encore 10 ans. Hein. C'était très conflictuel, ce champ-là. Les tensions entre les champs des grandes écoles et le champ universitaire étaient très conflictuels. Mais il me semble que ça chemine plutôt bien. D'autant plus que c'est vrai, vous parliez tout à l'heure de cette approche d'une recherche qui ne doit pas être marchandisée, mais c'est vrai que pour être passé par exemple par un doctorat en recherche-création, qu'est-ce que ça coûte cher? Qu'est-ce que ça coûte cher de faire la recherche-création et du coup, voilà, ça m'a fait me questionner aussi, et ça vous en parliez dans un entretien que j'avais pu lire sur Internet, où vous évoquiez aussi cette absence de fonds et de financement qui peut aussi être pensée pour accompagner les doctorats recherche-création. Et c'est vrai que bon, on est dans quelque chose un petit peu, une impasse là et un dysfonctionnement. Voilà, comment demander à un doctorant d'être vraiment purement dans sa recherche et de ne pas être préoccupé par des questions purement triviales, économiques, par son art, si en même temps, enfin voilà, avec ce cadre de doctorat. Bon, bref, c'est des questions en tout cas sur aussi les financements et comment sont dotés aussi les uns et les autres pour pouvoir réaliser leurs recherches de façon qualitative. Juste peut-être faire un point avec Sébastien Augier qui a posé une question depuis un moment. Sébastien? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Oui, en fait, donc je suis Sébastien Augier, donc je suis enseignant à l'université en art appliqué. Je suis par ailleurs, j'ai une production artistique et je prépare un doctorat actuellement en sciences de l'information et de la communication. Donc j'ai une sorte de schizophrénie triple, puisque j'ai un peu un point de vue comme ça multiple. Et c'est pour ça que je posais cette question c'est un peu par provocation. La création est-elle nécessairement un geste artistique? Je pose cette question parce que je débroussaille en ce moment la notion, donc le concept de poétique, et j'essaie de tirer sur le fil du mot. Et je pense en particulier à une intervention de Paul Valéry dans son premier cours de poétique, ça devait être dans les années 30, 1937, où justement il pose un grand nombre de questions qu'on est en train de se poser maintenant, mais il les posait donc dans les années 30. Et je trouve que ça résonne vraiment beaucoup dans la mesure où, évidemment, entre-temps, les dispositifs de médiation, les technologies ont beaucoup évolué. Donc ça, c'était la première partie de ma pseudo-question. Et puis, pourquoi est-ce que j'en venais à là et pourquoi je posais cette question? C'était parce que, étant dans le cadre de ma thèse en train de travailler sur la production artistique, donc d'artistes d'art vivant, qui sont suivis dans la production d'œuvres d'art vivant transmédiatiques, on a eu la question de l'octorialité finalement se pose de façon assez conséquente. C'est-à-dire qu'on peut, dans une œuvre transmédiatique, lancer une sorte d'impulsion en tant qu'artiste, puis vous allez avoir une œuvre qui va se poursuivre, où les utilisateurs, entre guillemets, ou je ne sais pas comment on peut le dire, vont être des co-acteurs, voire des co-créateurs. Voilà, donc je ne sais pas si ma question est à peu près claire. Marine, je vais te laisser répondre parce que moi, je suis un peu sèche. Oui, bon, il y a un conflit de paroles parce que j'écoute... En fait, sur la question, je voulais dire sur la question, je trouve votre question sur la différence entre création et art vachement intéressante. Moi, j'aime bien l'appellation, justement, qu'avait proposée Catherine Nogrette dans l'ouvrage sur le doctorat dont parlait tout à l'heure Pascal. C'est le doctorat en pratique artistique. Je trouve ça plus juste.
que création. Parce que la création, on peut faire une création, je sais pas, on peut créer des recettes de cuisine, des choses comme ça. Enfin, la création, c'est un domaine beaucoup plus large. Et je pense en plus que, par exemple, on peut faire une recherche en pratique artistique sur, je sais pas, le travail de l'acteur qui aboutit pas forcément à une création. Donc, voilà. D'accord, ouais, merci. Peut-être donner la parole à Aurélien Deck, qui a posé une question aussi sur le Framapad. Aurélien? Ouais. Oui, ma question, elle rejoignait un petit peu beaucoup de débats qu'il y avait eu ici, et elle se questionnait autour de l'éventuelle création d'un code déontologique afin de tracer la frontière qui est ténue entre ce qui relève de l'intuition artistique et qui est très difficile à inscrire dans un rapport théorique ou un rapport scientifique, pour employer des mots qui sont très sulfureux, ou alors de la différencier justement de ce qui pourrait reposer sur des données beaucoup plus tangibles et concrètes, et qui ne relèverait pas de la subjectivité ou de l'inventivité. Voilà. C'est un peu la question que je me disais. Est-ce que justement la rédaction d'un code déontologique comme celui-là, est-ce que ça pourrait éclaircir et mener justement à des perspectives qui permettraient d'ancrer le mémoire création dans une perspective universitaire telle que ça l'a été dans le passé pour la philosophie, comme on en avait parlé un peu plus tôt. À vous les studios. Ça me fait un petit peu peur, là, un code déontologique, ça me fait peur. Ce qui me fait peur là-dedans, c'est l'intuition, mais j'espère bien qu'il reste de l'intuition aux artistes, mais comme à nous, hein, je veux dire, enfin, moi, quand on écrit des articles de recherche académiques, on a aussi des intuitions et c'est très important. On va surtout pas mettre ça de côté parce que ce serait pas scientifique. On est tous dans l'intuition. J'aime beaucoup cette formule de, comment il s'appelait? Bon, évidemment, je ne me souviens plus. Jean Languet qui disait c'est une science nocturne, la recherche-création. C'est traversé de rêves, c'est traversé d'intuition. Et toute science l'est. Attention, toute science, y compris les sciences dures. Moi, ma mère était mathématicienne. Je me souviens très bien, le matin, elle se relevait. Pendant la nuit, elle avait trouvé la solution à son problème. Et ben, c'était pas du tout rationnel, c'était son inconscient. Donc ça, c'est très important et surtout pas de code déontologique enlève ça. En revanche, la recherche-création, elle doit mettre à l'épreuve les intuitions. C'est ça, c'est quand je dis c'est un travail. À partir du moment où on fait de la recherche-création, on ne se contente pas de l'intuition géniale, même si elle est géniale. Dans ce cas-là, on ne fait pas une thèse de recherche-création. On publie son bouquin ou on fait son spectacle et ça suffit. En revanche, si on la met à l'épreuve, qu'on la réfléchit, qu'on la questionne, on la relance, qu'on l'expérimente en se disant tiens, si je changeais une donnée de mon intuition et je faisais autrement, là, on rentre dans la recherche-création. Mais surtout, gardons l'intuition, hein. Par pitié. Mais je vais juste rebondir rapidement parce que ce que je trouvais intéressant dans cette question, c'était la question de la subjectivité aussi et cette idée que dès qu'on est dans le subjectif, on ne peut plus être dans le scientifique ou qu'en tout cas, pour être dans le scientifique, il faut tirer du côté de l'objectivité. Et bon, je me demandais finalement, mais c'est vraiment une question ouverte, si la recherche-création, c'était pas assumer l'existence d'une subjectivité au sein d'une démarche scientifique. Est-ce que c'était pas laisser la place au sujet plus que et à légitimer cette place de sujet au sein d'institutions voilà, qui sont vouées à faire savoir aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. On en parlait aussi la semaine dernière, Aurélien, ça dialogue avec ce qu'évoquait aussi Philippe sur aussi tous ces chaînons. Il y a eu Merleau-Ponty, toute la phénoménologie de la perception qui est passée par là, et aussi cette tentative d'éviter d'aller forcément dans la création de savoir objectivable, mais de reconnaître la perception aussi au cœur de l'action du sujet chercheur. Bon, ça fera des liens. J'ai hâte qu'on commence un peu à établir des liens avec toutes les différentes interventions parce que ça dialogue énormément. Il reste 5 minutes. Comment on les habite ces 5 minutes? Est-ce qu'il y a encore une interrogation qui veut venir jaillir là?
Quelqu'un souhaiterait? Après, vous allez le regretter. Moi, si je peux rebondir sur une question qu'on a laissée en suspens, qui était celle de l'autorialité, notamment qui s'est posée sur l'art transmédia, parce que ça, c'est une question à laquelle, qui pour moi justifie précisément le retour à la recherche après des pratiques de création. C'est-à-dire que c'est des questions auxquelles je me suis moi-même heurtée. Disons qu'en étant dans de la pratique numérique et transmédiale, forcément, très vite, on expérimente l'importance du collectif aussi, de la dimension collective dans la création, et le fait qu'on sent très bien, on voit très bien de quelle façon, ne serait-ce qu'on se laisse influencer, et ensuite on lâche aussi quelque chose de l'œuvre qui continue à nourrir, et dans l'environnement numérique, avec les échanges, avec l'existence des réseaux sociaux et des réactions immédiates et des récupérations, on est confronté tout de suite à cette question finalement de l'autorialité et de l'œuvre collective, et je trouve que c'est ça qui donne envie de revenir à la recherche ensuite, parce que finalement, dans la recherche-création, cependant-là, c'est aussi, on part de sa création, mais c'est aussi pour aller interroger parfois un phénomène plus global et justement collectif. Et je trouve qu'interroger le collectif, c'est ce que la recherche permet de faire. Et on peut l'expérimenter par la création et ensuite l'interroger par la recherche. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... disons que c'est cette question de l'autorialité qui échappe, qui mène justement, je trouve, de la création vers la recherche, en termes de posture. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Et j'aurais une dernière petite question, Mireille et Marine. Est-ce que, pour un peu rebondir sur cette thématique du laboratoire, est-ce que vous arrivez à pratiquer le laboratoire comme vous l'entendez, comme vous le proposez, au sein de vos propres laboratoires ? Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un son... C'est Serge Beauchardon qui se connecte, je crois. On entend arriver. Désolé, je viens de terminer 5h30 de soutenance de thèse. On sent qu'on a battu un record. Bon, je ne sais pas, c'était une question. Vous la saisissez si vous le voulez, il reste quelques minutes. Oui, moi, je vais bien y répondre, mais tout dépend dans quel laboratoire. Enfin, moi, j'ai deux laboratoires finalement. J'ai mon laboratoire à l'Université Lyon 2, où je fais plutôt ma recherche universitaire. Et puis, il y a le laboratoire à l'ENSAT, où oui, effectivement, là, ça ressemble à du laboratoire tel qu'en a parlé Marine de façon assez détaillée. C'est-à-dire qu'il y a ce côté très hétérogène que moi je trouve formidable dans la recherche-création parce qu'on est dans l'hétérogène. Et ça, Bruno Latour, il le dit à propos des laboratoires scientifiques aussi, ce sont des pratiques hétérogènes où on est aussi bien à un moment dans une nourriture très pointue, très documentée, très intellectuelle, il y a un moment d'expérimentation où on va passer des heures sur un détail qui rate, etc. Et c'est cette pratique hétérogène qui fait la puissance de la recherche-création et donc du laboratoire. Donc ça, oui, je peux le rencontrer à l'ENSA dans les projets, par exemple, le projet qu'on a mené là pendant 4 ans sur l'hypnose. Il y a eu des moments où on a travaillé des hypnothérapeutes qui nous ont raconté des choses. Il y a eu des moments où on a fait de la street hypnose. Il y a des étudiants qui ont essayé des choses, pas toujours réussies, parfois aussi. Enfin, voilà, l'hétérogène, j'ai envie de dire que c'est ça. Et peut-être le mémoire de recherche-création, pour moi, c'est se rendre compte de cet hétérogène-là, pouvoir s'autoriser ça. C'est-à-dire aussi bien du moment très intellectuel, enfin très réfléchi, puisque j'ai peur du mot théorique, mais très réfléchi, et aussi des moments très concrets. Et puis j'allais dire, il se trouve aussi beaucoup dans l'enseignement. Enfin, moi, il me semble que encore plus qu'au laboratoire, c'est dans les classes qu'on a envie d'aller vers cette recherche-création. Et en tout cas, moi, j'enseigne dans une IUT volontairement pour avoir cette possibilité de proposer immédiatement des pratiques et une articulation immédiate avec les étudiants dans cet enseignement qui est la recherche-création. Voilà, et qui fait l'articulation entre sa propre recherche, création et l'université, hors des laboratoires, ou à l'intermédiaire des laboratoires. Ok, merci beaucoup. Mireille et Marine, on vous remercie énormément pour votre générosité, avoir pris ce temps
pour venir nous partager vos regards croisés sur ces questions qui nous animent autour de ces méthodologies, ces réflexions sur la recherche-création. C'était très généreux parce que je sais que vous teniez vraiment à faire cette rencontre de visu, qu'on a été très contrariés par la visio, et vous nous l'avez fait quand même, et c'était un acte très généreux de votre part, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Françoise, tu veux rajouter quelque chose ? Non, simplement, oui, merci, c'est vraiment très riche et on va voir quelle forme donner à notre carnet de recherche sur hypothèse, mais j'espère qu'on va pouvoir tirer des choses de ce qu'on a vécu ce soir. Et puis, on se retrouve voilà, le 14 janvier, donc pour une séance sur, donc le titre c'est de la recherche-création à l'étude. Donc, on aura une conversation entre Yves Citon, François Deck et Jacopo Rasmi. Donc, je pense que ça va être très riche aussi. On a été plus d'une centaine. Les gens sont restés presque jusqu'au bout. Là, on est encore 95. Donc, vraiment, merci à tous. C'est formidable de pouvoir échanger tous ensemble comme ça. Merci à vous. Et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci à vous. Et au revoir tout le monde, à tous ceux qu'on n'a pas vus, qui sont dans le cyberespace. Quelque part.